Nous allons commencer. Je sais que la journée est longue aujourd'hui, mais je vous promets une séance passionnante. Merci de rentrer rapidement dans l'amphi pour que nous puissions commencer cette seconde conférence Sustainability de votre semaine de pré-rentrée qui a été organisée par l'Institut SNO. Et donc aujourd'hui sur le thème ressources et technologies. Donc j'ai le plaisir de faire l'introduction aussi aujourd'hui. On se retrouve. Avant de présenter notre intervenant et lui donner la parole, je voudrais revenir sur quelques points de la conférence d'hier avec Gilles Boeuf sur biodiversité. Biodiversité, d'ailleurs, elle aurait pu s'appeler comment prendre en compte le vivant dans notre société, notre civilisation. Je vous en appelle silence, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. On a une présentation très joviale, très joyeuse de quelqu'un d'extrêmement exubérant. Au-delà de la forme, je crois qu'on a eu à la fois sur le fond des messages finalement extrêmement inquiétants, même s'ils ne sont pas nouveaux, c'est-à-dire l'effondrement du vivant du fait de l'action humaine. Et puis, je crois aussi des messages d'une grande sagesse et plutôt rassurants pour qui sait les entendre. Et donc, je voudrais revenir sur 4 points sur lesquels j'aimerais vous inviter à réfléchir et je voudrais vous inviter à garder en tête. Le premier point, c'est que, finalement, derrière cet intitulé de biodiversité, Gilles Boeuf nous a parlé de quoi aussi? Il nous a parlé du climat, il nous a parlé des ressources en minerais, désolé Philippe, le sujet est abordé, il nous a parlé de géopolitique, il nous a parlé de l'éducation des filles, il nous a parlé du prix de l'énergie, il nous a parlé des gilets jaunes, de l'impact social. Est-ce que tout ça a été complètement décousu? Bien sûr que non. C'est juste que tout cela est complètement lié. Et c'est sans doute un message qu'il faut absolument recevoir, c'est que ce message sur l'interdépendance des enjeux planétaires entre eux, l'interdépendance de l'environnemental et du social, et comment un déséquilibre a des effets en chaîne pour la planète, pour l'humanité, pour les sociétés. Donc finalement, ce premier message qui est important, c'est qu'il faut, d'une part, en finir avec l'idée que notre problème environnemental, c'est une question de CO2 dans l'atmosphère et que c'est une question de climat. J'espère que là-dessus, on est tous d'accord. Et qu'il faut raisonner en termes d'écosystème. Un écosystème dont l'humain fait partie intégrante. Et c'est dans cette compréhension-là des sujets environnementaux et sociaux que nous allons continuer à réfléchir. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, et j'en viens à la partie que moi je trouve rassurante, c'est que j'ai noté une phrase de son intervention qui, à mon avis, s'applique à tous les sujets dont on va parler encore aujourd'hui, demain et dans les semaines et les années à venir. J'ai noté une phrase, on peut être d'accord ou pas. Il a dit « Il faut adapter notre économie à l'écologie et pas l'inverse ». En rappelant, une fois de plus, si c'est nécessaire, on parle d'écologie et pas d'écologisme, ni du parti écologiste. Je crois que ce point-là a été extrêmement clair. Alors on peut changer les mots d'ailleurs, si on veut remplacer économie par l'entreprise, la société, ça marche aussi. Si on veut remplacer écologie par le monde du vivant, la nature, ça marche aussi. Mais c'est donc ce message-là qui, à mon avis, est le point essentiel de débat, qui n'est certainement pas partagé ni par tout le monde ici, ni par l'ensemble du milieu économique et financier, qui serait donc qu'il faut adapter nos entreprises, il faut adapter notre économie à la nature, à l'environnement, à l'écologie. Et cette posture-là, finalement, elle nous invite à une sorte de révolution copernicienne qui est un changement complet de posture, puisque depuis 2 siècles, on fait juste l'inverse. D'accord ? On demande à la nature de s'adapter aux exigences de notre société, de notre économie, de notre évolution industrielle. Et donc, finalement, l'invitation de cette semaine, à partir de ces présentations, et c'est pour ça que j'insiste sur cette phrase de Gilles Boeuf, c'est
de vous inviter à un changement de posture et de ne pas rajouter de l'innovation à l'innovation ou du problème au problème. Alors, troisième point, justement, si on continue sur cette question de posture et de regard, qui finalement crée une forme de simplicité pour aborder les problèmes. Il y avait dans la présentation de Gilles Boeuf quelques messages très discrets, quelques phrases, mais que j'aurais relevées pour les mettre en valeur. Ce sont deux citations. Alors les citations, vous avez passé des années à en truffer vos dissertations, elles glissent, elles passent, elles ne résonnent pas, puis certaines tout d'un coup prennent une présence, une résonance forte, parce qu'elles disent absolument l'essentiel finalement de très longs discours. Il a cité Einstein, et cette phrase, vous vous souvenez peut-être, on ne peut pas résoudre les problèmes avec les mentalités que nous avions quand nous les avons créés, les problèmes. Et il a terminé par une autre slide, il ne l'a pas commenté, il l'a laissé à l'écran, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une citation de Sri Aurobindo, qui est un philosophe indien. Je ne pensais pas qu'un jour on citerait Sri Aurobindo dans la première semaine à HEC, qui est « Si l'humanité veut survivre, une transformation radicale de l'être humain est indispensable ». C'est encore plus fort, plus violent que la citation qui précède d'Einstein. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a une invitation qui vous est adressée à changer vos postures, vos certitudes que vous avez vous-même, celles dont vous héritez de vos parents, de votre environnement, de votre milieu social, à challenger nous, l'école, les profs, les entreprises, les boîtes, les maîtres de stage, pour justement faire ce changement de perspective. Et si vous remettez, encore une fois, la nature, le monde, l'humain, le monde vivant, vous l'appelez comme vous voulez, au point de départ des priorités, alors les solutions sont beaucoup plus simples pour aborder une façon de repenser l'entreprise et le monde économique et financier. Alors moi je crois que c'est beaucoup plus facile à faire à 20 ans qu'à 40 et que c'est maintenant qu'il faut le faire pour vous. Et là-dessus, je voudrais faire le lien avec justement le sens, ce séminaire que vous avez en ce moment sur Purpose, parce que finalement c'est ça, ultimement, la question du sens, c'est d'interroger le sens d'une entreprise, du discours, de sa stratégie. Et ce n'est pas du tout une abstraction de vous dire ça, c'est extrêmement concret. C'est-à-dire, c'est quelle approche, quel esprit critique on met face aux certitudes qui vous sont données. Et c'est pour ça que ce séminaire, que cette semaine, ouvre votre scolarité à HEC. Quatrième point important, à mon avis, ce qui relève des solutions. Et vous pouvez être sûr qu'à HEC, aucun sujet ne s'arrêtera avant qu'on soit allé jusqu'aux solutions. Et quelqu'un hier a posé la question à Adam Melki, notre jeune ancien, pour l'interroger sur son parcours à lui, et lui vous a dit la solution, elle passe par l'action. Alors on pourrait rajouter l'action guidée par le sens et par la réflexion. Mais il vous invite à l'action en vous disant, elle crée l'espoir, elle embarque, elle emmène avec vous les gens qui, au départ, étaient les plus sceptiques. Pour citer un Indien tout à l'heure, mais il y a une citation beaucoup plus fréquente qui a été tellement utilisée, mais qui dit toujours toujours aussi forte, celle de Gandhi, « Be the change that you want to be in the world ». Et finalement, ça revient à ça, et c'est ça que cette école prétend être. Une école qui forme des changemakers, comme on dit en bon anglais, et qui vous invite à être justement ces artisans d'un changement dans les jobs que vous n'aurez pas. Parce que Gilles Boeuf vous l'a dit, vous l'a redit, il n'y a pas de solution sans les entreprises. Donc vous êtes au bon endroit, et que vous le vouliez ou non, de toute façon, ce sujet va vous rattraper. Et c'est ça le lien avec l'éco-anxiété. Vous avez vu tout à l'heure des entrepreneurs sociaux, vous avez vu des gens de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'ils avaient l'air anxieux? Non, je suis sûr que non. Je sais qu'au contraire, ils portent une détermination, une joie, et c'est ça la force de l'action. Et un point important, c'est que ça n'est pas le propre de l'économie sociale et solidaire, et que tout l'enjeu, c'est que ce soit porté par l'économie, qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire là où vous allez travailler, dans tous vos jobs, dans toutes les grandes entreprises, dans tous les milieux de la finance ou du conseil. Alors en termes d'action, nous, l'école, qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais aussi vous le redire, parce que
je pense que c'est important de vous rappeler qu'on ne souhaite pas vous laisser avec, d'une part, des messages qui seraient perçus comme extrêmement catastrophistes ou des injonctions un peu incantatoires ou abstraites. Donc, je vous rappelle que ces conférences de rentrée, elles enchaînent à partir de lundi avec ce cours sur les enjeux planétaires, qui sont donc des cours business. On va reprendre les 4 thématiques: climat, biodiversité, ressources, société humaine, pour travailler sur des cas d'entreprise, pour travailler sur exactement les façons dont les entreprises font face ou non à ces questions, qu'on va interroger les modèles socio-économiques plus généraux qui définissent les systèmes dans lesquels les entreprises fonctionnent, et qu'on va essayer de redessiner une perspective de l'entreprise de demain. Et que ça va amorcer un parcours qui va être nourri d'un certain nombre d'électifs, de propositions. Je vous l'ai dit hier et je vous le redis parce que je pense que ça peut prendre une autre couleur après l'intervention sur biodiversité. Vous avez une spécialisation optionnelle de 3 semaines sur biodiversité au mois de janvier. Aujourd'hui, il y a peu d'endroits où vous trouvez ça. Vous avez des électifs. Vous avez tout un parcours possible. À vous de l'exploiter si ce sujet vous touche. Et c'est surtout en dernière année à l'école, une fois que vous aurez eu tous les fondamentaux et que vous aurez fait l'inventaire des disciplines, où vous avez la possibilité de vous spécialiser dans le master SASI, Sustainability and Social Innovation, et de suivre un certain nombre de certificats de spécialisation sur le sujet du climat, sur les sujets de l'économie sociale et inclusive. Donc, le message sur lequel je vais vous laisser, c'est sur le message de l'engagement. Vous avez vu hier les étudiants d'ESPER. C'est une association extrêmement structurée, active. Il ne faut pas rester seul face à un problème qui vous touche, mais vivre de manière collective un engagement vous met immédiatement dans une situation d'énergie, de détermination et finalement d'échapper à une anxiété qui est parfois un peu paralysante. Et si votre engagement est à l'extérieur, allez-y. Vous êtes dans une communauté d'alumni, et Adam vous l'a dit hier, elle vous est déjà ouverte, dans laquelle il y a énormément d'initiatives. À vous d'en profiter, tout cela vous est ouvert. Voilà les choses que je voulais vous redire. Et nous allons passer aujourd'hui au sujet de notre conférence sur ressources et technologies. Alors, on aurait peut-être pu dire aussi, je simplifie, comment tordre le cou à l'idée que la technologie va résoudre tous les problèmes environnementaux, mais Philippe nous le dira. Je voudrais vraiment remercier Philippe Biwix de venir nous rejoindre aujourd'hui. Lui aussi vient de Bordeaux, comme hier, Gilles. Il est, je ne sais pas s'il faut dire un grand expert, un penseur, un spécialiste, quelqu'un d'investi et d'engagé dans ces sujets depuis longtemps. Son parcours, je vous donne juste quelques éléments de contexte et Philippe vous en reparlera. Philippe Biwix est centralien, il a un parcours d'ingénieur en France et à l'international dans de grandes sociétés donc, au titre d'ingénieur. Aujourd'hui, il est directeur général adjoint d'une filiale de la SNCF qui s'appelle AREP. Je cite le site, c'est une agence d'architecture qui a pour mission d'inventer un futur post-carbone en harmonie avec les territoires dans lesquels les constructions s'implantent. Il est également au conseil d'administration de l'Institut Momentum, qui est un think tank qui travaille sur les voies de réparation d'un futur dégradé. Et pour vous donner le ton et l'orientation de Philippe Biwix, je vais citer les titres des 4 ouvrages qu'il a publiés et qui ont eu un impact majeur, et vous comprendrez tout de suite de quoi il s'agit. En 2010, publication d'un livre qui s'appelle « Quel futur pour les métaux ? La raréfaction des métaux, un nouveau défi pour la société ». 2014, un ouvrage qui s'appelle « L'âge des low-tech, vers une civilisation techniquement soutenable ». 2016, le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran. Je dirais si ça s'applique à HEC. 2019, le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire. Et Rousseau n'est pas loin. Donc il est temps d'éteindre vos écrans, vous l'avez compris. Cette séance a pour objectif de balayer un certain nombre d'idées reçues et là aussi de
de vous inviter à avoir un esprit critique sur des choses qui vous apparaissaient jusqu'à présent évidentes. Donc, merci beaucoup d'accueillir Philippe Bewix. Bonsoir à toutes et à tous. Merci François pour cette très belle présentation. Alors effectivement, je vais faire peut-être quelques micro-compléments. Alors le désastre de l'école numérique, c'est parce que mes enfants se rapprochaient du collège. C'est plutôt pour une école, un collège et une école primaire, une école maternelle et des crèches sans écran, et qui a un âge en fait pour être confronté aux écrans. Et je pense qu'on est en train de découvrir peut-être que c'est pas bien de mettre les tout petits enfants devant des logiciels même pédagogiques. Bon, voilà. Et puis effectivement, l'âge aidant, je tourne rousseauiste. Et j'ai un 5e livre qui sort, là du coup, qui est très lié à AREP, donc, qui est une agence effectivement d'architecture, d'ingénierie, d'urbanisme, de design, et qui sort dans un mois, qui s'appelle La ville stationnaire. Voilà, titre un peu énigmatique, mais qui rejoint en fait John Stuart Mill, économiste du 19e siècle, qui parlait d'économie stationnaire. C'est un des rares penseurs d'ailleurs de l'économie, de l'école libérale à avoir imaginé qu'on pourrait un jour, après avoir cru suffisamment, se retrouver dans une économie où on pourrait encore avoir du développement et du progrès humain, mais pas forcément de la croissance du PIB. Alors évidemment, je suis un peu... c'est pas bien de parler de PIB avec John Stuart Mill, puisque la notion de PIB n'avait pas été inventée, comme vous le savez, c'est arrivé beaucoup plus tard, la comptabilité nationale. Alors effectivement, oui, j'ai un parcours tout à fait normal, on va dire, d'ingénieur dans une grande entreprise, ingénieur conseil. J'ai passé une dizaine d'années dans le conseil en stratégie et management. Et puis, ça fait une douzaine d'années maintenant que je suis dans le groupe SNCF. Et avant, j'avais aussi travaillé fugacement dans une entreprise générale de construction. Alors, moi, je suis tombé dans la question des ressources. Alors, je vais vous raconter un peu ce que c'est les ressources aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années. J'ai trouvé ça passionnant et un peu effrayant aussi à la fois. Alors, je vais essayer de ne pas vous communiquer trop fort de solastalgie, d'éco-anxiété, au contraire de vous projeter dans l'action. Moi j'ai pas beaucoup de citations ce soir. Et on cite souvent Einstein, mais souvent c'est apocryphe, il faut faire attention. Donc il y a aussi une citation apocryphe qui est souvent utilisée avec Einstein, c'est de dire que quand on a la tête en forme de marteau, on voit tous les problèmes en forme de clou. Et donc voilà, c'est un peu ça. Bon, le truc c'est de la technologie. Ben voilà, évidemment la technologie a fait des trucs incroyables. Le progrès technologique nous a permis des trucs absolument fabuleux, parfois des trucs un peu moins sympas aussi, mais évidemment c'est le mélange. Hein, les technologies, elles sont jamais neutres en fait, elles sont toujours à la fois positives et négatives. Ça transforme les sociétés, on voit bien. La société du smartphone, c'est pas la même société avant et après. Voilà, mais que finalement, aujourd'hui, on a tendance à se dire le progrès technologique va continuer. Évidemment, il est exponentiel, parce qu'on a toujours l'impression que ça accélère. Et donc, ça va nous permettre finalement de résoudre un certain nombre de sujets, même de résoudre tous les sujets, de nous réinscrire dans les limites planétaires avec l'économie circulaire. Et puis même si on a besoin de plus de ressources, de plus d'énergie, on ira dans l'espace, on peut faire de la conquête spatiale. Vous avez vu évidemment les grands milliardaires de ce monde qui commencent à être dans une sorte de course de rivalité mimétique sur cette question-là. Alors la fusée Artemis n'a pas décollé, mais ça va pas tarder. Donc finalement, voilà, on est dans un monde où on a plutôt des promesses. Hein, on a un problème avec l'automobile, on va faire des voitures électriques. On va même faire des voitures autonomes, ce qui nous permettront de tous covoiturer. Les bâtiments, les villes, on va en faire des smart cities, des smart buildings qui vont pouvoir être à la fois producteurs, consommateurs d'énergie. Et on va optimiser tout ça. Les ressources, on se débrouillera en faisant du recyclage, il n'y a pas de souci. On pourra même faire des bioressources, on peut faire des bactéries modifiées qui vont même manger la pollution. Donc il y a aussi cette promesse d'économie qui serait non seulement moins impactante, mais réparatrice. Voilà. Et malheureusement, tout ça, il y a un petit problème, c'est la consommation de ressources. Et je vais essayer de vous convaincre qu'on a un petit sujet. Alors ça ne veut pas dire qu'on se met en panique, mais on va essayer de le traiter. Alors il faut que je rattrape ça. Alors, en même temps qu'on a ces promesses techno-optimistes, on pourrait dire, on a aussi des gens qui hurlent au loup, des écolos qui disent au contraire, on va aller vers des pénuries terribles, vous avez vu le prix des matériaux, etc. Au contraire, le pic de pétrole, donc tout va s'écrouler, tout va s'effondrer, parce qu'on va vivre comme ça le moment où la croissance n'est plus possible et va redescendre. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il faut penser finalement? Est-ce qu'on va vers un monde très optimiste ou un monde au contraire un peu plus dur? Et ce débat-là, en fait, il démarre
il y a assez longtemps. En fait, il n'a pas démarré il y a 10 ans ou avec les incendies en Australie ou au Canada. Il démarre dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment des gens qui sont plutôt des biologistes, issus des Gilles Boeuf de l'époque, des biologistes de la conservation, et notamment un monsieur qui s'appelle William Vogt, qui est un autodidacte, il est ornithologue, il étudie les oiseaux en Amérique du Sud, et puis Fairfield Osborn, la famille Osborn est très connue, je crois que c'est l'oncle ou le père qui est un célèbre paléontologue américain. Osborn lui-même, il est président de la New York Zoological Society, donc ces gens sont vraiment des gens connus, des sommités. Et en 1948, ils vont tous les deux écrire un livre qui vont être des succès d'édition, plusieurs millions d'exemplaires déjà à l'époque. On a oublié ça un petit peu, mais et la thèse des livres est à peu près la même en fait. C'est qu'on est en train de piller la planète, la planète au pillage, Our Planet. On est en train de réduire finalement notre capacité à vivre, aussi avec les pratiques agricoles. C'est un peu le sujet de William Vogt. Et en fait, il va y avoir une conjonction de deux phénomènes. L'accélération démographique, très forte à l'époque, bien sûr, dans les années 40, et puis on attend dans les années 50-60 une forte poussée démographique, et puis on a en même temps une consommation par personne qui augmente fortement. Et la conjonction des deux, en fait, va nous faire complètement exploser et sortir des limites planétaires. Et à l'époque, les écolos vont très vite prévoir quelque part des famines pour les années 80, ou même avant, à cause de la conjonction de ces phénomènes, de l'érosion des sols aussi, des choses comme ça. Ils sont néo-malthusiens, ils se réclament de Malthus, ils ne le prennent pas comme un mot péjoratif, ils sont vraiment sur la logique de dire, voilà, on est trop nombreux et on consomme trop par personne et on va consommer de plus en plus et ça ne va pas marcher. Et puis du coup, très vite, exactement comme, on pourrait dire peut-être au 19e siècle, je ne sais pas, mais en fait, il va y avoir des gens qui, eux, sont plutôt, non pas issus des sciences dures, mais plutôt des sciences sociales, donc des économistes, des sociologues, des prospectivistes, des futurologues. Le métier de futurologue, il est inventé au début des années 50. En fait, c'est l'armée de l'air des États-Unis qui va subventionner des officines comme la Rand Corporation. Évidemment, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la bombe atomique, ça vient modifier profondément la géopolitique, ça vient modifier plein de choses, et donc ils vont sentir le besoin, après la poussée très forte d'innovation technologique, de se projeter. Voilà. Et donc, ils vont payer comme ça des futurologues qui vont essayer d'inventer ce que seront les années 70, les années 80, les années 2000. Et donc, ces gens-là vont dire, mais en fait, les écolos, les lanceurs d'alerte, on pourrait dire aujourd'hui, ils font la même erreur que Malthus. C'est qu'ils négligent le progrès technologique. Et qu'au contraire, on ne va pas du tout vers un monde de pénurie, parce qu'on consommerait tous de plus en plus et qu'on serait de plus en plus nombreux. On va vers un monde d'abondance. Et on va vers un monde d'abondance grâce au progrès technologique. Ils vont donc eux aussi écrire des bouquins. Dans les années 50, les début des années 50, c'est le programme Atom for Peace aussi. Donc c'est la perspective d'une énergie très faible, une énergie électrique atomique très faible. Et donc ils vont prévoir comme ça, imaginer des bases lunaires, la conquête spatiale, l'intelligence artificielle, le fait de repousser l'âge de la mort. C'est assez rigolo de relire ces rapports des années 50-60, parce que ce sont à peu près exactement les mêmes promesses qu'aujourd'hui. Et donc ces gens-là vont se retrouver affublés du petit surnom de cornucopiens. Cornucopiae en latin, la corne d'abondance, c'est-à-dire l'abondance par la technologie. Et puis du coup, les cornucopiens ne sont pas très contents de se retrouver un peu comme ça, et donc ils vont dire, les écolos, ce sont les doomsdayers, donc littéralement les prophètes de l'apocalypse. Et comme ça, les cornucopiens et les prophètes de l'apocalypse vont se battre pendant 3 décennies, littéralement, on a oublié ça, mais avec des livres, avec des rapports, avec des prises de parole dans les médias, etc., avec des gens dont on se rappelle peut-être de quelques noms, comme Paul Ehrlich, par exemple, qui est lui aussi un biologiste, un spécialiste des papillons. Il va écrire la bombe P, The Population Bomb, en 1968, avec toujours la même thèse, cette thèse de dire on est trop nombreux, on consomme trop. Et puis en face, on a des gens assez célèbres aussi, par exemple un architecte qui s'appelle Buckminster Fuller. C'est l'inventeur du dôme géodésique, vous voyez un peu cette structure un petit peu sympa. Il y a d'ailleurs un carbone 60 qui sert à faire des nanotubes qui aujourd'hui s'appelle le Fulleren en hommage à Buckminster Fuller. Et lui, il parlait d'éphéméralisation. Alors c'est un mot qu'on n'emploie plus, mais aujourd'hui on dirait dématérialisation, et c'est le fait que, on peut rendre des services en fait avec de moins en moins de matière. Et il prend l'exemple des ondes radio, par exemple, qui ont remplacé les câbles de télégraphe. Donc on n'a plus besoin de câbles en cuivre, on a juste besoin d'ondes radio, et on peut transporter beaucoup plus d'informations grâce à ça. Et donc c'est cette logique de dématérialisation, elle est déjà présente dans les années 50.
Alors en 1972, il va y avoir les Doomsdayers vont marquer des points. Ils vont marquer des points avec le rapport au club de Rome de l'équipe Meadows. Vous avez ici Denis Meadows, Donella Meadows, et puis ici le monsieur qui est un peu plus vieux s'appelle Jay Forrester. Il fait la dynamique des systèmes, ce qui est une science en émergence, et ils vont programmer les ordinateurs du MIT pour essayer de modéliser pour la première fois le système Terre, avec des logiques de production de ressources, d'extraction, de déchets. Et donc, ils vont, quelque part, démontrer, on pourrait dire, une sorte de tautologie, finalement, qui est de dire la croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible, parce qu'on finit par heurter une contrainte. Alors, ça fera dire, d'ailleurs, à Solzhenitsyn, alors si finalement, je peux trouver une citation, Solzhenitsyn, qui est encore, je crois, en URSS à ce moment-là, en 64, dans les années 73-74, il va dire, en fait, il aura fallu qu'on ait des savants occidentaux d'avant-garde pour nous expliquer ce que n'importe quelle grand-mère de Russie ou d'Ukraine savait déjà, à savoir qu'une douzaine de vers ne peuvent pas ronger éternellement le même fruit. Voilà. Alors, je crois que la grand-mère de Solzhenitsyn était ukrainienne, c'est pour ça qu'il disait Russie ou Ukraine. Bon, donc du coup, ce rapport va avoir un retentissement mondial énorme, évidemment. Enfin, pas évidemment, mais voilà, ça va vraiment choquer. Alors, en plus, tout ça vient avec les conférences de l'ONU à Stockholm, etc. Donc ça va s'inscrire finalement aussi avec les chocs pétroliers, les premiers chocs pétroliers, dans une logique un peu de réaction, de réflexion par rapport aux enjeux environnementaux qui sont vraiment en train d'apparaître. Et comme dans les années 50, ou dans la fin des années 40, eh bien, il va y avoir une réaction très forte, et en particulier très forte des économistes, qui vont dire encore une fois qu'ils vont aller décortiquer le modèle in fine assez simpliste quand même qui avait été monté. On est en train de parler on n'avait pas la puissance du smartphone ou d'un ordinateur pour faire tourner je ne sais pas quoi en intelligence artificielle. On est encore sur des trucs très très simples, des équations très simples. Et donc ils vont aller décortiquer le modèle et publier des papiers pour critiquer ce modèle. Et notamment il y a un jeune économiste de Yale qui s'appelle William Nordhaus, qui va publier un papier en 74-75 je crois, et qui va en fait dire exactement la même chose. En fait, à nouveau, la même erreur malthusienne d'avoir négligé le progrès technologique. Et lui, il va faire un papier d'une 50aine de pages avec des équations, et il va introduire dans ces équations la notion de backstop technologie, littéralement la technologie qui tue, on pourrait dire, la super technologie. Un truc qui n'a pas encore été inventé, mais qui fournirait une énergie infinie, puisant dans des ressources infinies, et qui serait totalement propre. Et grâce à cette backstop technologie, si vous la mettez dans les équations, eh bien, à ce moment-là, on peut faire de la croissance infinie. Alors vous allez me dire, il n'y a pas besoin de 50 pages pour ça. Il ne faut pas se moquer, parce que ce monsieur, d'abord, il a été prix Nobel d'économie en 2018 pour des travaux ultérieurs sur la finance carbone. Donc, il est très connu. Il a d'ailleurs reçu le prix Nobel avec un monsieur qui s'appelle Paul Romer, qui, lui, est un spécialiste de l'économie de l'innovation, de la croissance par l'innovation, et qui, lui, explique qu'on peut faire de la croissance pendant des milliards d'années, parce que finalement, la combinatoire des molécules, et des molécules du vivant, ou des molécules chimiques tout court, en fait, est telle que ça nous ouvre en fait un champ d'innovation incroyable, et qu'il n'y a pas de limite à la croissance grâce à ça. Bon, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure éventuellement. Alors la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas se moquer de William Nordhaus, c'est qu'en fait, à l'époque, quand ce papier est écrit, évidemment, dans les esprits, tout le monde pense à la backstop technologie. C'est quoi? C'est la fusion nucléaire, bien sûr. Cette fusion nucléaire qui, effectivement, aurait quasiment des ressources infinies, serait presque propre, presque totalement propre, et donc permettrait de fournir beaucoup d'énergie à l'humanité. Et voilà, on en est là aujourd'hui. En fait, au début des années 80, le débat va s'estomper. Il y aura un dernier pari célèbre au début des années 80 entre un monsieur qui s'appelle Julian Simon, qui a écrit un livre qui s'appelle The Ultimate Resource, la ressource ultime, qui est un clin d'œil aux géologues. On parle de ressource ultime pour aller chercher le dernier gramme d'un métal dans le sol. Et du coup, il lui dit, on va vers l'abondance, plus on sera nombreux, plus on sera heureux. Et plus on aura à notre disposition des ressources. Il disait même qu'on aurait plus de nature si on était plus nombreux. Alors il ne prenait pas ses vacances sur la Côte d'Azur, sans doute à l'époque, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était de dire plus on sera nombreux, plus on sera riche en innovation, et donc plus on aura d'abondance. Et il va prendre un pari, il va dire on prend n'importe quelle ressource, et n'importe quel terme dans le futur, et je vous parie que le prix va baisser. Et si le prix baisse, c'est qu'on va vers l'abondance. Il y a un gars qui va relever le pari, il s'appelle Paul Ehrlich. Et ils vont prendre 5 métaux, le tungstène, le nickel, je ne sais plus exactement, enfin ils les choisissent bien, des trucs qui sont un peu compliqués à substituer, tout ça. Et malheureusement, en fait, Ehrlich va perdre son pari, enfin pas malheureusement, factuellement. Ehrlich, 10 ans plus tard, perd son pari en
En 91, il envoie un chèque de, je crois, 536 $ ou quelque chose comme ça à Julian Simon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Les années 80, ça va être la chute de l'URSS, il y a une réduction des économies dans les pays de l'Est. Les stocks stratégiques qui avaient été faits par l'URSS et par les États-Unis pour se faire la Troisième Guerre mondiale en fait, sont remis sur le marché et vont faire baisser tous les prix des matières assez durablement. Alors, moi, je travaillais comme consultant à la fin des années 80, enfin, au début des années 2000 pour Total, et on était avec des prix de barils, enfin des prix de projet, si c'était 9 $, 10 $ ou 11 $, en fait, au-delà, on n'allait pas investir, parce que le prix du baril était à 13 $, quoi. Enfin, oui, avait pu descendre à 13 $. Donc du coup, les années 80-90 vont estomper le débat sur les ressources, et ça va ressurgir seulement au début des années 2000, avec une croissance assez incroyable, évidemment, de la Chine, des pays émergents, qui vont faire que du coup, voilà, ça va tourner à plein régime, et là, il va y avoir une pression sur les ressources qui va faire réémerger le débat. Aujourd'hui, le débat, il est toujours, du coup, il s'est réinstallé. On parlera de la guerre un petit peu, sans doute, pour aussi expliquer ça. Et là, voilà, il y a une vidéo assez incroyable de Jeff Bezos, que vous pouvez trouver sur Internet, qui lance le module lunaire Blue Origin, enfin, qui explique pourquoi il faut aller sur la Lune et dans l'espace, qui est assez dingue. Et Jeff Bezos, voilà, il explique, en fait, il dit, bah voilà, on fait 3% de croissance énergétique par an. Aujourd'hui, on a besoin de l'équivalent du soleil qui descend sur le Nevada, mais à 3% de croissance par an, dans quelques siècles, il faudra couvrir de panneaux solaires la Terre entière. Donc, c'est pas possible. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut la stase, hein? La stase, c'est pas très sympa. Et le rationnement, ça c'est marrant, le rationnement, on commence à avoir le mot dans les médias. Ou est-ce qu'on veut continuer le dynamisme et la croissance? Alors évidemment, chez Jeff Bezos, on est plutôt dans le dynamisme et la croissance, bien sûr. Et donc il dit, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas limité à la planète, on peut aller dans l'espace. D'accord? Donc, du coup, il y a un truc assez, vous voyez ce truc assez incroyable, c'est des trucs un peu recyclés des années 70, alors qu'ils sont mieux faits maintenant, parce qu'il a un peu d'argent pour payer ça. Ce sont des espèces de tores, vous voyez, d'anneaux en fait, suborbitaux qui abriteraient comme ça des villes entières, avec le Duomo de Florence au milieu, tout ça. Je ne sais pas comment on va faire ça avec des fusées qui n'emportent que 10 tonnes de charge utile au mieux, mais voilà. Donc cette logique, ce truc entre les cornucopiens finalement et les lanceurs d'alerte, il est encore un petit peu là. Alors en fait, Jeff Bezos, il fait une grosse erreur, c'est qu'il néglige la puissance de l'exponentielle. L'exponentielle, vous savez ce que c'est? La courbe exponentielle, tous les Français, enfin tout le monde entier a découvert avec Covid-19. C'est quand vous doublez quelque chose avec un certain pas de temps. Alors du coup, c'était les contaminations ou le nombre de malades qui doublaient tous les 5 jours. Alors au début, ça fait x2, x4, x8, x16. Puis après, au bout de quelques semaines, tout le monde est confiné parce que c'est monté tellement vite, tellement fort que c'est plus possible. Eh bien, en fait, cette exponentielle que Jeff Bezos manie, en fait, en disant aujourd'hui, on consomme que l'équivalent de la surface du Nevada, et puis on va monter, on va consommer la surface de la Terre entière. Eh bien, si on continue à la projeter, ça donne un truc absolument absurde. C'est-à-dire qu'à 2% de croissance par an, ça veut dire qu'on double tous les 37 ans. Le PIB ou la consommation d'énergie ou ce que vous voulez. Alors, selon les cas, on fait plus ou moins ça. 2%, 37 ans. Donc ça veut dire, si vous faites un doublement tous les 37 ans, ça veut dire qu'au bout de 1000 ans, vous avez multiplié par 400 millions, 390 millions exactement. Donc imaginez un secteur économique qui aujourd'hui fait 2% de croissance par an, c'est plutôt pas mal ou pas, bon, c'est pas le monde des startups, mais bon voilà. Eh bien, si on continue comme ça, tranquillement, il faudrait que ce secteur économique il soit 400 millions de fois plus important qu'aujourd'hui. Je ne vois pas très bien comment on va faire tout ça. Et imaginez qu'on fasse ça, par exemple, pour l'énergie. Imaginez qu'on invente la fusion nucléaire même, qu'on arrive à la mettre au point, qu'on la développe. Eh bien, si on fait 2% d'augmentation d'énergie, de croissance, de consommation d'énergie par an, à partir de maintenant, dans 1500 ans exactement, il nous faudra la puissance de l'étoile solaire. Pas de l'énergie qui arrive sur Terre, de l'étoile solaire. Donc vous imaginez bien qu'on ne fera pas un réacteur à fusion nucléaire qui fasse la taille de l'étoile solaire, ça se saurait, ça, dans les films de science-fiction c'est peut-être possible, mais pas chez nous. Et puis évidemment, 37 ans plus tard, il vous faut 2 étoiles. Donc il faut aller très très vite sur Proxima du Centaure, qui est à côté, 4 années-lumière. Et puis 37 ans plus tard, il vous faut 4 étoiles. Voilà. Et quand vous faites le calcul, du coup, il faut conquérir la galaxie, la Voie lactée, à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière pour réussir à continuer à faire 2% de croissance par an. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, c'est un peu débile comme chiffre. Hein. Enfin, on peut faire dire n'importe quoi, une exponentielle, bien sûr. Mais ça veut dire que la croissance
s'arrêtera, la croissance physique, d'une manière ou d'une autre. Alors du coup, les économistes, ils s'en sortent en disant, mais c'est pas grave, on va dématérialiser. On va faire de la croissance, on va continuer à faire de la croissance du PIB, mais qui sera de moins en moins intense en matériaux, de moins en moins intense en énergie. Mais est-ce que chaque point de PIB dans 1000 ans sera 400 millions de fois plus efficace en énergie et en ressources qu'aujourd'hui? On peut quand même se poser la question. Alors après cette petite intro, on va parler un petit peu des ressources et essayer de revenir peut-être dans un pas de temps un petit peu plus faible que les 1000 ans, parce que 1000 ans, on s'en fout un peu, on sera tous morts. Donc voilà, ça c'est l'image de notre consommation de ressources à l'échelle planétaire. Enfin, je regarde ma montre, mais c'est parce que c'est pour être sûr. Donc vous voyez, on consomme à peu près GT, ça veut dire gigatonnes, milliards de tonnes. Donc on consomme à peu près un peu plus de 90 milliards de tonnes sur Terre. Ça veut dire une douzaine de tonnes par terrien. Évidemment, comme d'habitude, ces 12 tonnes sont assez inégalement réparties, bien entendu. Il y en a à peu près la moitié, on va dire 44-45 millions de tonnes, la partie grise qui sont des minéraux, ce qu'on appelle les minéraux non métalliques, donc essentiellement du gravier, du calcaire pour faire du ciment, du sable, beaucoup. Donc ça va alimenter la construction, les infrastructures. Aussi de temps en temps quelques autres minéraux comme les phosphates pour l'agriculture, mais voilà, des quantités bien plus faibles évidemment, on n'est pas en milliards de tonnes. Ensuite on a les minéraux métalliques, ici c'est à peu près une dizaine de milliards de tonnes. Donc là, on a essentiellement, en fait, ça compte les résidus miniers, en réalité. Donc il y a à peu près 3 milliards de tonnes de minerais de fer pour faire 1 milliard et quelques d'acier et avec un peu de recyclage, même beaucoup de recyclage. Et puis ensuite, on a des résidus miniers pour des grands métaux comme par exemple le cuivre. Ensuite, on a les énergies fossiles, à peu près en poids, pas en énergie, mais en poids, la moitié de charbon, la moitié de gaz et de pétrole. On doit être à 14 milliards de tonnes, quelque chose comme ça, à ne pas confondre avec les tonnes équivalent pétrole, dont on parle parfois de temps en temps. Et puis, en bas, on a les ressources qui sont théoriquement renouvelables, c'est-à-dire les ressources agricoles, y compris les déchets agricoles, qui peuvent servir, dans un certain nombre de cas, à faire des matériaux isolants, des choses comme ça. Le bois, voilà. Donc vous voyez qu'en fait, on a, sur ces 90 milliards de tonnes, dont on pense que ça va doubler peut-être dans les 30-40 ans. Ça dépendra évidemment de ce qu'on fera et de ce que feront aussi les pays du Sud, bien sûr. Eh bien, il y en a 3/4 qui sont ce qu'on appelle non renouvelables, c'est-à-dire que c'est du stock, ça ne se renouvelle pas à l'échelle humaine ou même à l'échelle des civilisations humaines. Ça se renouvelle à l'échelle de la tectonique des plaques, de la formation des montagnes, du volcanisme, de cycles extrêmement lents. Donc oui, dans 10, 20, 30 millions d'années, on pourra réexploiter d'autres mines de cuivre ailleurs. Mais là, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a, avec ce qui a été accumulé lentement, précieusement par la planète. Et on a un quart qui est théoriquement renouvelable. Je dis théoriquement parce qu'évidemment, c'est à condition seulement qu'on respecte un rythme de renouvellement, ce qui n'est évidemment pas le cas quand on fait de la déforestation, ce qui n'est pas le cas quand on a des pratiques agricoles qui ne vont pas respecter les sols et le vivant. Donc rendez-vous chez Gilles hier. Et du coup, pour se donner un ordre de grandeur sur la problématique quand même du théoriquement renouvelable, c'est qu'à ces 90 milliards de tonnes, on pourrait ajouter 25 milliards de tonnes de sols agricoles, de terres agricoles qui s'érodent. C'est aussi une ressource non renouvelable. Alors elle peut se renouveler un peu plus vite, on peut créer du sol en quelques centaines d'années, en quelques milliers d'années. Mais voilà, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, quand on produit 1 tonne de nourriture, puisque là, il n'y a pas que la nourriture, dans le verre, vous avez compris, il y a aussi la tige et tout ça. Quand on produit 1 tonne de nourriture, on met 4 tonnes de terres arables à la mer. C'est le ratio aujourd'hui. Alors c'est moins en France, c'est 1 tonne pour 1 tonne, mais dans les pays tropicaux qui sont lessivés plus vite, etc., c'est plus compliqué. Donc voilà un peu le terrain de jeu de la question des ressources. Alors très vite, évidemment, si on se dit qu'on est sur une économie de stock, d'extraction de stock, de consommation d'un stock plus ou moins facile à aller chercher, plus ou moins disponible, plus ou moins cher, etc., eh bien, se pose vite la question de dire, mais alors, est-ce qu'il y en a pour combien de temps et est-ce que ça va s'épuiser ou pas? Et retour au débat depuis les années 40. Alors en fait, là, il faut faire très attention. Pardon, je suis en train de pointer là, mais c'est n'importe quoi. Ça y est, donc ça, si, voilà. C'est un terrain un peu glissant, là. Ouais, j'ai mis un petit panneau danger. Parce qu'en fait, souvent, on voit sur Internet, si vous allez chercher épuisement, je ne sais pas quoi,
vous allez voir qu'en 2038, on n'a plus de ci, en 2042, on n'a plus de tel truc, etc. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, le calcul de 2038 ou de 2042, c'est ce qu'on appelle le ratio R sur P, R pour réserve, P pour production. En fait, on va prendre l'état des réserves à un instant T, tel qu'on le connaît. On va prendre l'état de la production, de l'extraction à un instant T. On va dire, par exemple, j'ai 1 milliard de tonnes de je ne sais pas quoi. J'extrais 10 millions par an, eh bien, R sur P, ça va me donner 100 ans, 1000 divisé par 10 de visibilité. Mais en fait, dans ce calcul-là, qui est un calcul statique, ça ne prend pas en compte la réalité dynamique, physique, économique de l'extraction des ressources. En fait, le numérateur va bouger, les réserves. Pourquoi ça va bouger? Parce que ce qu'on appelle une réserve, ça marche comme ça pour les entreprises cotées, pétrolières, minières, c'est quelque chose qui est assez normé, évidemment. C'est une ressource qu'on a identifiée, qu'on peut extraire à prix actuel et à technologie actuelle. Vous voyez, donc il y a 3 dimensions, et du coup, on va faire varier ces réserves, et en général, évidemment, on va exploiter, et en même temps, on va développer les réserves. C'est pour ça qu'il y a 50 ans, il y avait 50 ans de pétrole, et aujourd'hui, il y a toujours 50 ans de pétrole. Et c'est pareil, il n'y a jamais eu autant de réserves de cuivre, même si on a exploité beaucoup, parce qu'en fait, on fait des découvertes géologiques, parce qu'on fait de l'innovation technologique. On va par exemple pouvoir aujourd'hui exploiter des minerais qui sont beaucoup plus pauvres, beaucoup moins riches, qui ont une teneur, ce qu'on appelle une teneur métallique plus faible. Parce qu'on va, par exemple, faire ce qu'on appelle de l'hydrométallurgie. On va venir lécher des minerais pauvres avec des solvants, des acides, des choses comme ça. Et puis après, par chimie séparative, on va récupérer le contenu métallique. Et puis avant, on faisait peut-être des choses par pyrométallurgie. On grillait les minerais. Et donc, on n'avait pas forcément les mêmes taux d'exploitation. On a aussi l'évolution du prix. Mécaniquement, si vous êtes prêt à payer plus, il y a plus de réserves. Aujourd'hui, une mine de cuivre, dans une tonne de minerai, il y a peut-être entre 5 et 15-20 kilos de cuivre. Dans une mine d'or, dans une tonne de minerai, il y a entre 1 et 5 grammes d'or. Pourquoi est-ce qu'on se permet de sortir un coup de pelle, une tonne de minerai pour 1 gramme d'or? Parce qu'évidemment, on est prêt à payer l'or plus cher que le cuivre. Et donc, je vais pouvoir, moi, me permettre d'aller installer des gros camions, des pelleteuses, des explosifs, des systèmes pour traiter les minerais, etc. Donc tout ça, ça bouge. Et puis, il y a d'autres aspects qui peuvent éventuellement faire bouger, là pour le coup, positivement ou négativement, un peu comme pour les prix, c'est l'accessibilité, des questions géopolitiques. Bon, peut-être, voilà, il y a sans doute plein de métaux différents, sympathiques en Afghanistan, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, même les Chinois, qui ont trop envie d'aller s'y installer pour exploiter. Donc, du coup, voilà, les réserves, c'est quelque chose qui est dynamique et qui, historiquement, du fait du progrès technologique indéniable, ont plutôt fait qu'on a pas eu de problème de pénurie, on a repoussé la pénurie. Il peut y avoir des problèmes de temps, de délai sur les projets miniers, parce que ça prend ou pétrolier, ou gazier, c'est pareil, il faut une dizaine d'années pour mettre entre le moment où on va commencer à identifier une ressource potentielle et à la mettre réellement en exploitation. Et donc il peut y avoir des phénomènes où il y a une croissance de la demande et la croissance de l'offre va être plus faible. Donc pendant quelques années, il pourra des phénomènes de cycle de prix qui montent ou qui descendent. Mais globalement, on est plutôt à repousser la pénurie. Ça marche très très bien. Et on fait ça depuis la sortie du néolithique. Du côté de la demande aussi, ça bouge bien sûr. Donc diviser un état de réserve par la consommation actuelle, ça donne une indication, mais il y a croissance de la demande. D'accord ? On a une croissance qui est assez forte, j'y reviendrai. On peut aussi, au contraire, substituer. Les industriels, quand ils sont face à des prix trop élevés de matières premières, ils vont évidemment faire tout ce qu'ils peuvent en R&D et en solutions alternatives pour se passer de telle ou telle matière. D'accord ? On le voit dans plein de domaines. On l'a vu dans le platine pour les pots catalytiques de voitures, par exemple. On le voit aujourd'hui dans les terres rares, je ne sais pas, dans les éoliennes, des choses comme ça. Et puis, il y a le recyclage, évidemment. Si vous augmentez le taux de recyclage, c'est hyper intéressant, vous allez mécaniquement réduire votre besoin d'extraction primaire. Si vous imaginez un taux de recyclage de 50%, si vous passez à 75%, mécaniquement, vous allez diviser par 2 la quantité dont vous avez besoin, plus ou moins. Okay. Donc tout ça est très compliqué, et en plus, la plupart des mines sont polymétalliques. Donc les enjeux économiques, les enjeux techniques que je vous décris là, que j'essaye de vous décrire, eh bien en fait, ils prennent une complexité incroyable parce que vous n'avez quasiment pas de mine de cobalt. Le cobalt, c'est en général un sous-produit soit du cuivre, soit du nickel.
à 95%. Vous n'avez pas de mine d'indium qui sert dans les écrans plats tactiles, c'est plutôt des mines de plomb-zinc, etc. Et donc voilà, tout ça s'articule un peu et donne un truc un peu compliqué à avancer. Alors on pourrait se dire, du coup, est-ce qu'il y a quand même des candidats à un stress potentiel, hein? Si on prend les 20-30 prochaines années, il y a beaucoup de rapports qui commencent à s'empiler. Donc ça, c'est le terrain de jeu passionnant dans lequel je vis, ou je vis par procuration depuis une vingtaine d'années. Donc c'est la table de Mendeleïev, qui est un truc très pratique pour parler d'une soixantaine de métaux différents qu'on utilise, hein. Les grands métaux qui sont ici en gris, les petits métaux de spécialité, les métaux précieux en jaune, hein, l'or, l'argent, les platinoïdes, etc. Les fameuses terres rares, qui ne sont pas particulièrement rares, il ne faut pas s'exciter, c'est une dénomination du 19e siècle. Il y a des trucs bien plus rares que les terres rares. Si vous êtes fumeur, que dans votre poche et dans le briquet, dans la pierre à briquet, il y a du ferrocérium et sans doute plein de petites terres rares en éléments traces. Donc vous êtes tous propriétaires de quelques trucs sympas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Un candidat à la pénurie potentielle, au stress, c'est d'abord des métaux qui vont être avec une certaine rareté géologique. Il y en a quand même. Il y a des trucs, voilà, je vous disais tout à l'heure qu'on va chercher de l'or plutôt à 1 gramme par tonne, parce que globalement, l'or, le platine, les métaux précieux ne sont pas précieux pour rien. Ils sont moins abondants dans la croûte terrestre. Voilà, c'est vrai pour l'étain qui sert à faire des soudures, par exemple, y compris des soudures électroniques, hein. On a ensuite d'autres types de pénuries possibles. C'est la concentration de la production ou la concentration des réserves. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir des réserves mais qui ne sont pas exploitées pour des questions environnementales aussi parfois. Il y a aussi parfois une concentration de la transformation. Ce n'est pas la mine, mais c'est le fait de raffiner le métal, hein. La Chine n'est pas juste usine du monde, elle est devenue aussi raffineuse du monde, hein. Aujourd'hui, le cobalt, je ne sais pas, africain va partir majoritairement en Chine. Donc là, on va trouver des métaux, voilà, un certain nombre de métaux. Je ne sais pas, il y a des trucs assez bizarres comme le tungstène, par exemple. Allez, on n'en parle jamais, celui-là, le CW, là, ici, Wolfram. Le tungstène, c'est le carbure de tungstène, c'est ce qu'on se trouve de plus dur quasiment. Donc dans tout ce qu'on doit percer, on trouve du tungstène. Donc c'est vrai pour les trépans de forage pétrolier, c'est vrai pour les tunneliers, c'est vrai pour la mèche de perceuse à la maison. Le jour où vous n'avez plus de tungstène, vous ne faites plus un puits de pétrole, par exemple. Voilà. Bon, aujourd'hui, il y a 90% du tungstène qui est produit en Chine, qui est transformé en Chine et qui est vendu du coup par des entreprises chinoises. Voilà. Bon, donc c'est un exemple. Donc on parle souvent des terres rares parce qu'il y a eu un moment voilà, des restrictions ou des envies de restrictions ou des enjeux industriels, notamment entre la Chine et le Japon, il y a une dizaine d'années. Donc ça a créé un peu des inquiétudes sur les métaux critiques, mais en fait, voilà, quand on regarde de près, il y en a beaucoup. L'autre contrainte, c'est la substitution. Je disais tout à l'heure, oui, quand un truc est trop cher, qui devient rare, dont l'approvisionnement n'est pas sécurisé, j'essaie de passer à autre chose. Eh bien, malheureusement, il y a un certain nombre de cas où c'est quand même très difficile. On ne saura pas faire d'application électrique sans cuivre. On ne saura pas faire des aciers inox sans nickel ou sans chrome. On ne saura pas faire de la soudure électronique ou de la soudure tout court sans étain. On saura difficilement faire un certain nombre de chimie et d'applications catalytiques sans les platinoïdes, etc., etc. L'argent dans l'électronique. Donc pourquoi ? Alors parce qu'elles ont des caractéristiques, voilà, tous ces métaux, il y a des caractéristiques électriques, électroniques, optoélectroniques, etc., qui les rendent difficiles à changer. Ou alors c'est possible, si vous voulez, mais avec pour le coup, des aberrations économiques. L'or conduit très bien l'électricité aussi, même mieux que le cuivre. C'est pour ça qu'on les trouve dans les microprocesseurs et dans toute l'électronique. Mais on ne va pas remplacer les câbles de cuivre par des câbles d'or, ça deviendrait compliqué. L'autre élément, c'est le taux de recyclage. Donc il y a des éléments aujourd'hui, je vais y revenir et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, qui ont un taux de recyclage très faible et qui sera très difficile à augmenter, même s'il y a pression sur les prix. Alors là, on trouve notamment des produits d'électronique comme le gallium, le germanium, les terres rares aussi. Et puis le dernier élément, évidemment, c'est faire bouger le dénominateur avec le taux de croissance. C'est-à-dire qu'il y a des métaux dont on s'attend à ce que les taux de croissance, pour nourrir quelque part la croissance verte, pour nourrir la transition environnementale, la transition énergétique, eh bien, alors les rapports s'empilent. Là, je vous ai mis quelques photos. Il y a l'OCDE, la Banque mondiale, l'Agence internationale de l'énergie, la Commission européenne. Voilà, tout le monde s'y est mis. Et qui prévoit, voilà, pour des métaux comme par exemple les métaux des batteries, lithium, cobalt, nickel, les terres rares dans un certain nombre d'applications d'éoliennes de forte puissance, voilà, etc., et bien qu'on va avoir en fait un besoin d'extraction qui pourrait être multiplié par 2, 3, 4, 5, 10, 30, 60 fois 60, ouais, pour certains métaux, pour réussir en fait à
électrifier quelque part et remplacer un certain nombre d'énergies fossiles le plus possible par des énergies renouvelables et les solutions de stockage. Donc voilà, tout ça, ça donne éventuellement, alors je ne donne pas de conseils boursiers, donc ne regardez pas quels sont les métaux, mais c'est ça l'idée. Au-delà de ça, on a d'autres sujets. Le fait quand même que globalement, je vous disais, c'est un stock. Et donc si c'est un stock, comme nos ancêtres n'étaient pas stupides, ils ont commencé par taper dans ce qui était le plus facile à extraire, ce qui était le moins profond, ce qui était le plus riche. On ne serait jamais passé à l'âge du cuivre si nos ancêtres avaient dû trouver du cuivre à 0,5% de concentration, comme les nouvelles mines de cuivre aujourd'hui. Eux, ils ont démarré avec du cuivre natif, et puis après des carbonates de cuivre très concentrés, puis après on est descendu. Donc globalement, en fait, on n'a pas forcément de problème de ressources. Encore une fois, il faut payer le prix. Juste, il faut être capable de payer le prix et de se préparer à l'avance. Il y a une quantité affolante en fait sous nos pieds. L'équivalent d'1 million d'années de consommation de cuivre au rythme actuel, c'est la quantité de cuivre qu'il y a dans le premier kilomètre de la croûte terrestre, sur les 150 millions de kilomètres carrés de terre émergée. Alors évidemment, pour ça, il faut que j'aille chercher même ce qui est dans la terre du jardin de votre grand-mère. Hein. Donc on ne va pas le faire. Vous avez compris qu'on va aller qu'à des endroits où on est suffisamment concentré. Mais du coup, globalement, ça dépend un peu des métaux, mais dans beaucoup de cas, en fait, on a une teneur, une qualité des gisements qui baissent. C'est vrai aussi pour le pétrole, pour le gaz d'ailleurs. Hein. On a des trucs qui sont soit de plus en plus profonds, soit de plus en plus difficiles à extraire, soit de plus en plus contraignants, etc. Donc on a quand même un sujet potentiel et ça va consommer de plus en plus d'énergie. Vous comprenez que si je dois extraire un kilo de cuivre, si la teneur elle est 2 fois plus importante ou 2 fois moins importante, je ne vais pas consommer la même quantité d'énergie. Là aussi, il y a un peu de progrès technologique, mais voilà. Il y a des questions d'impact environnemental, social aussi. Vous connaissez peut-être, voilà, il y a quelques scandales qu'on puisse promener, en particulier en Afrique des Grands Lacs. Et donc des questions aussi de géopolitique, bien sûr, maintenant. Et puis avec l'Ukraine, ça s'invite d'autant plus. La Russie n'est pas juste un grand producteur de gaz, de pétrole, de charbon, c'est aussi un grand producteur de platinoïdes, un grand producteur de nickel, un grand producteur de titane, pour prendre que quelques exemples. Et puis, la question de l'économie circulaire. Parce que finalement, aujourd'hui, les économies, c'est ça ce qui permet de se dire qu'on va continuer à faire de la croissance, c'est dire on va faire un peu de substitution, etc., l'innovation, mais globalement, on va quand même baisser l'intensité en ressources de notre économie parce qu'on va, au lieu de extraire, consommer, jeter, on va recycler. Et là, c'est là qu'on a un gros problème, c'est qu'en fait, l'économie circulaire, c'est pas juste un truc où je remets ma bouteille et je sais pas quoi, ma canette dans la bonne poubelle et tout se passe bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, il y a des usages dispersifs, dissipatifs, où on peut juste pas récupérer la ressource. Quand vous allez mettre une crème solaire, il y a du dioxyde de titane dedans. Quand vous allez peindre les bâtiments, quand vous allez teinter les tissus, voilà. Il y a des métaux partout en fait qui sont non récupérables. On ne va pas aller gratter la peinture des bâtiments avant de les démolir ou je ne sais pas quoi. On ne peut pas faire ça. Et donc, du coup, on a des usages dispersifs. Dans le cas du titane, qui n'est pas un métal si rare que ça, pour le coup, qui est un métal très cher, très bien recyclé de l'aéronautique, sauf qu'il n'y a que 5% qui est utilisé sous forme métallique. Les 95%, c'est le dioxyde de titane, le colorant blanc universel. Alors après, il y a quand même de la perte mécanique, de la mise en décharge, des trucs, vous voyez, les poubelles à lame de rasoir, les poubelles à taille crayon cassé, je ne sais pas quoi. Bon, voilà, tout part pas non plus dans le recyclage. Mais bon, ça, on pourrait imaginer qu'on améliore. Et puis après, quand on va recycler, en fait, on ne va pas toujours recycler comme il faut. On ne sait pas recycler comme il faut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a produit des alliages et des objets de plus en plus complexes et qui, en fin de vie, vont être tous mélangés ensemble. Parce qu'il y a des milliers d'alliages différents. On n'a pas des milliers de poubelles différentes. On a construit des objets qui sont de plus en plus miniaturisés, qui incorporent de moins en moins de matière. C'est sympa, c'est bien. Ça fait un smartphone qui tient dans la poche, avec toute la table de Mendeleïev dedans. Sauf qu'après, des toutes petites quantités, quand on va passer ça à la broyeuse, parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. Une voiture, en fait, vous enlevez les pneus, vous enlevez les vitres, vous enlevez les sièges, vous enlevez la batterie, parce qu'il y a du plomb. Le plomb est très bien récupéré. Et après, on broie. On broie et on met au four électrique. Un smartphone, c'est pareil. Vous enlevez la batterie, vous enlevez l'écran, on broie et on passe au four. Et ensuite, on va du coup avoir plein de métaux mélangés. Donc on a des super ingénieurs, ils bossent bien et tout. Ils vont récupérer 5, 10, 15 métaux différents, mais sûrement pas 50. Et donc, en fait, on va avoir un recyclage, une sorte d'usage dégradé, de downcycling, si vous voulez, au lieu dans l'upcycling, on va avoir des choses qui sont... on ne va pas perdre physiquement l'atome de cuivre, par exemple, du câblage de votre voiture. Hein. Une voiture, ça contient, je ne sais plus, 3 km de câble de cuivre, je crois.
eh bien, en fait, ce câble de cuivre ne va pas être récupéré parce qu'on n'a pas le temps. En fait, ça ne vaut pas le coup, en fait, en termes de main-d'œuvre, de mettre quelqu'un à démonter ça. Dans un smartphone, il y a 2 € de matière première. 2 €. On ne va pas mettre quelqu'un avec un tournevis et une pince à épiler pour tout enlever. On n'a pas le temps. Ça ne vaut pas le coup. Et donc, du coup, eh bien, en fait, tous ces atomes-là, ils vont être évidemment conservés, mais ils vont partir dans des aciers de bas de gamme, dans des déchets industriels, etc. Et donc, voilà, on va pas réussir à reboucler correctement le cycle. Alors, des fois, ça marche bien. Un câble de cuivre, on va refaire un câble de cuivre, on va avoir très, très peu de pertes. Une batterie au plomb, on va la transformer, on va récupérer. Voilà. Mais dans beaucoup de cas, et en particulier dans les métaux dits de high-tech, des nouvelles technologies, vous voyez, c'est tous ceux qui sont rouges ici, vous voyez, dans la table de Mendeleïev. Donc la moitié des métaux, la moitié des 60 éléments chimiques qu'on utilise dans notre monde industriel, bien, sont recyclés à l'échelle mondiale à moins de 1%. Moins de 1%. Donc ça, c'est les scientifiques. Vous savez, les scientifiques sont des gens prudents. Moins de 1%, ça veut dire zéro, évidemment, un peu de choses près. Comme ils ne veulent pas se tromper, ils disent moins de 1, ils ne sont pas embêtés. Voilà, donc ça c'est la manière dont ça fonctionne. Et ça fonctionne comme ça parce qu'on enrichit, plus on enrichit technologiquement nos objets, nos vies, nos vêtements, nos réfrigérateurs, nos maisons, nos infrastructures, plus on fait des objets connectés partout, eh bien, plus on va aller vers ce phénomène de dispersion, en fait, finalement, et de non-récupération des ressources. Alors après, on peut encore ça met déjà un petit peu mal la croissance verte, évidemment, mais on peut rajouter encore une ou deux couches. Je vous ai déjà parlé de la consommation de ressources, de l'extraction qui va être nécessaire pour les voitures électriques, pour les smart cities, pour les énergies renouvelables, et puis pour la numérisation accrue d'une manière générale du monde. Du coup, on n'a pas cette dématérialisation que nous promettait Buckminster Fuller, vous savez, avec le câble de cuivre de télégraphe qui était devenu une radio, ou plutôt de la radio, elle a une intensité matière. Voilà, et aujourd'hui, d'ailleurs, on dit la même chose, on dit que les câbles de cuivre ont été remplacés dans le téléphone par les fibres, évidemment, qui transportent beaucoup plus d'informations, qui contiennent d'ailleurs aussi quelques matières tout à fait sympathiques pour assurer la réfraction de la lumière. Mais du coup, il n'y a pas de découplage, il n'y a pas de dématérialisation. C'est un mirage aujourd'hui. En tout cas, on ne le voit pas apparaître. On ne le voit pas apparaître au niveau mondial. Alors ça, on pourrait dire c'est parce que les pays émergents ont besoin d'installer des infrastructures, des villes, etc., de bâtir. Oui, c'est vrai en partie. Mais on ne le voit pas non plus dans des pays comme les nôtres, où on a déjà une certaine infrastructure installée. Quand on fait le bilan des imports et des exports, eh bien, globalement, le métabolisme, on pourrait dire, industriel, continue à être aussi fort. On n'a pas de découplage. On l'a dans l'énergie un petit peu. On a ce qu'on appelle un découplage relatif, c'est-à-dire que le PIB monte et l'énergie monte un peu moins vite. Pour le CO2, ça peut même être aussi un peu moins vite, voire même légèrement baissé. Dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre de pays, ça a fonctionné. Mais sans doute pas à l'échelle mondiale. Par contre, pour les ressources métalliques, c'est l'inverse. En fait, on a un surcouplage. Quand on a le PIB qui monte de 2%, on a les matières premières qui montent de 3 ou 4%. Voilà. Alors ça dépend des métaux, encore une fois, il y a des petits métaux de spécialité qui ont explosé, etc. Mais globalement, on n'arrive pas à réduire ça. On a aussi l'effet rebond, vous connaissez, j'espère, l'effet rebond. Ça a été inventé par Stanley Jevons, un économiste du 19e. Lui, il travaillait sur le problème du charbon anglais. Ils avaient peur déjà. Ouais. Donc en fait, finalement, la question de la pénurie, elle remonte au 19e siècle, elle ne remonte pas à la Seconde Guerre mondiale. Je vous avais trompé tout à l'heure. Donc il y avait une inquiétude de l'industrie anglaise sur le fait que le charbon, qui était fortement exporté d'ailleurs dans les années 1860, qu'à un moment on allait arriver au bout des stocks. Donc les machines à vapeur consommaient de moins en moins de charbon. Donc on aurait pu se dire, les voitures, elles consomment de moins en moins de charbon, donc elles vont, du coup, on va pouvoir baisser la quantité de charbon qu'on consomme. Et en fait, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Si vous avez la machine qui consomme de moins en moins de charbon pour fournir le même travail mécanique, alors ce travail mécanique va être moins cher. Et donc, la demande va se développer, et l'offre aussi d'ailleurs. Et donc, il y aura des machines qui consomment de moins en moins de charbon unitairement, mais il y aura de plus en plus de machines. Cet effet rebond, c'est toute l'histoire technologique des 2 derniers siècles. On est poursuivi par l'effet rebond. Il y a l'effet rebond dans l'aérien. Les turboréacteurs n'ont jamais été aussi efficaces. Les avions n'ont jamais été aussi bien remplis. Mais on se déplace beaucoup plus. Les voitures n'ont jamais été aussi efficaces, mais elles sont plus lourdes, plus puissantes, plus grosses. Dans le numérique, c'est l'endroit où on a l'effet rebond le plus phénoménal. C'est-à-dire qu'il y a des progrès gigantesques. Littéralement, les data centers qui sont installés aujourd'hui n'ont rien à voir avec les data centers d'il y a 20 ans. Il n'y a pas de problème. La consommation de vos ordinateurs, etc., est beaucoup plus faible. La 5G, le réseau télécom 5G, est bien plus efficace que le réseau 4G. Peut-être 100 fois plus efficace, ou 10 fois, j'en sais rien, mais c'est au moins ça. Sauf qu'évidemment, la quantité de données
qu'on produit, qu'on échange, qu'on stocke, qu'on calcule, est de plus en plus énorme. D'accord? Donc l'effet rebond. Puis après, il y a quelques paris technologiques, mais voilà, sur lesquels je ne vais pas trop m'étendre parce que je crois que je commence à dépasser un peu. Mais voilà, par exemple, sur l'hydrogène, où il y a des trucs un peu stupides. L'hydrogène, ça pourrait être intéressant pour des endroits où on a besoin de transporter beaucoup d'énergie. Donc, je ne sais pas, des bateaux, des avions, des choses comme ça. Mais par exemple, dans une voiture, si vous passez par le cycle hydrogène, vous allez perdre 3/4 de l'énergie électrique. Donc, du coup, vous êtes obligé d'installer 3 fois plus de panneaux solaires et je ne sais pas quoi pour produire cet hydrogène de manière la plus vertueuse possible. Alors du coup, voilà, on dit d'où l'âge des low-tech en 2014, en fait, de se dire, finalement, si cette croissance high-tech, cette innovation technologique, en fait, aujourd'hui, elle nous envoie dans le mur plus vite que s'il n'y avait pas d'innovation technologique, on pourrait dire, parce qu'il y a du progrès, mais il est mangé par l'effet rebond. On s'éloigne de l'économie circulaire. On est bien moins circulaire qu'on l'était, je ne sais pas, au 19e siècle. Je ne fantasme pas le 19e siècle, évidemment, mais voilà, c'est une réalité. Donc, est-ce qu'il faut faire une autre innovation, peut-être low-tech, je ne sais pas, qui soit orientée vraiment sur la question de l'économie des ressources, la réduction de l'impact environnemental, la résilience, un mot très à la mode maintenant, évidemment. On pourrait se dire la smart city. Vous voyez, avec où sont fabriqués les capteurs, où sont fabriqués les microprocesseurs. On a vu, par exemple, la filière automobile qui s'est retrouvée coincée parce que à Taïwan, ça tout sautait, ou bien qu'il y avait des restrictions de consommation d'eau. Est-ce qu'on veut mettre notre destin, finalement, de nos villes dans un truc avec des data centers qui seront en Finlande, contrôlés par des multinationales californiennes, des trucs d'IA qui ont été développés par je ne sais pas qui? Voilà, on peut se poser ces questions-là. Alors, du coup, comment on pourrait faire cette innovation un peu différente? La première chose, c'est de remettre en cause les besoins, de réduire ce qui rentre dans le cycle, finalement, puisqu'on a vu que c'est un panier percé de partout, qu'on n'arrive pas à reboucler les cycles des ressources. C'est de se dire, économisons à la source, réduisons les besoins, réfléchissons au juste dimensionnement, par exemple pour les voitures, mais ça peut être vrai aussi pour les logements. Aujourd'hui, vous savez, il y a 3 millions de logements vacants en France. On met 350 000 logements par an en construction et qui se rajoutent au stock. Et ces 350 000, il y en a pendant ce temps-là 50 000 qui deviennent vacants. Parce qu'on a de la métropolisation, parce qu'on n'arrive pas à bien se répartir quelque part sur le territoire. Alors évidemment, ça c'était disruptif il y a un an. Maintenant, la sobriété, c'est devenu hyper tendance, bien sûr. Alors la question, c'est quel type de sobriété on parle. Alors la sobriété, aujourd'hui, tous les rapports, ça c'est plutôt des rapports de l'automne 2021. Donc il y a eu le rapport de RTE, la filiale d'EDF, il y a eu le rapport de l'ADEME, l'Agence de transition écologique. Il y avait évidemment Negawatt, qui est une association qui a contribué vraiment fortement à installer le terme de sobriété dans le débat public. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît, même la stratégie nationale bas carbone, qui avait été votée il y a quelques années, qu'on a du mal d'ailleurs à suivre en termes de trajectoire pour l'instant. Tout le monde reconnaît que la sobriété va être indispensable pour la transition écologique. On ne peut pas faire, on ne saura pas faire de transition sans sobriété, à cause justement de questions de déploiement industriel, de ressources, etc. Alors évidemment, la sobriété, est-ce que c'est la sobriété des petits gestes, avec la box Wi-Fi qu'il faut bien éteindre avant les vacances, ou est-ce que c'est une sobriété plus systémique, plus profonde, justement, qui pose des questions d'aménagement du territoire, de besoin de mobilité, de type d'engin qu'on utilise quand on se déplace? Voilà, si aujourd'hui je veux une toute petite voiture et avoir le boulanger pas loin de chez moi, aujourd'hui c'est pas forcément très très simple en fonction de où on habite sur le territoire. Alors on peut imaginer cette sobriété vraiment dans tous les domaines. Je laisse la porte ouverte pour les discussions. Le deuxième levier, c'est de se dire, bon, une fois qu'on a essayé de travailler au maximum les besoins en amont, de quoi on a vraiment besoin, de quel type de produits et services on a besoin, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait ces produits et ces services de la manière la plus économe possible en ressources, en énergie, etc. Et donc de rentrer dans une économie plutôt de la réparation pour faire durer ces objets, et donc de les rendre réparables, modulaires, etc., de privilégier le monomatériau, d'essayer d'utiliser l'électronique quand elle est vraiment indispensable, ce qui est vraiment pas le cas aujourd'hui, parce qu'on est poussé par des phénomènes de rivalité marketing, par des logiques d'offres, etc. Donc est-ce qu'on a besoin du réfrigérateur qui fait les courses tout seul? Est-ce qu'on a besoin de wearables? Il y a des robes connectées, des bikinis connectés, il y a des trucs sur Internet assez bluffants. La robe connectée qui est connecté aussi à votre agenda Outlook pour être sûr que vous ne sortez pas avec la même robe le même soir que votre ami, etc.
Donc voilà, là il y a un vrai travail de conception profonde. Alors il y a déjà de l'éco-conception, on fait déjà des analyses de cycle de vie bien sûr, mais là l'idée c'est d'aller vraiment beaucoup plus loin et de remettre en cause un certain nombre peut-être de bousculer le cahier des charges pour vraiment travailler ça. Alors bon, là, je vous ai mis une machine à expresso et le moulin à café de grand-mère. Et puis le troisième sujet, c'est de se dire comment, hein, après avoir dit pourquoi est-ce qu'on produit quelque chose, qu'est-ce qu'on produit, comment on va le produire. C'est la troisième question. Et là, ça ouvre voilà, des questions alors, qui ont été ouvertes aussi quelque part avec Covid-19. Hein. C'est des questions de territorialisation. Hein. Dans un monde où les boyaux de porc vides des abattoirs bretons vont en Chine pour être nettoyés avant de revenir, pour être remplis de farce. Hein, c'est ce monde-là dans lequel on vit, le monde du container et du transport pas cher. Qu'on avait peut-être été un petit peu loin dans la logique d'Adam Smith et des avantages comparatifs. La question de la juste échelle. Je pense qu'il y a des usines. On ne va pas remettre des petits bas fourneaux dans chaque village. Par contre, il y a sans doute des ateliers, des types de production qui pourraient être tout à fait voilà, réenchâssés dans les territoires, pendant que d'autres usines, au contraire, des usines notamment de procédés très optimisés, doivent rester finalement à une échelle assez grande, parce qu'en baissant l'échelle, on perdrait en fait en qualité environnementale. Des questions autour de la place de l'humain, hein, du niveau de mécanisation, de robotisation, à l'heure où on parle de remplacer un certain nombre d'emplois de service par de l'intelligence artificielle, par exemple. Remplacer du travail humain par de l'intelligence artificielle, c'est faire fonctionner des data centers, c'est consommer de manière inéluctable des ressources dans des produits électroniques qui ne seront pas recyclés. Des questions de concurrence aussi, hein. C'est bien la concurrence, il n'y a pas de problème. La concurrence entre boulangers, j'adore. La concurrence dans les centrales nucléaires, il faut voir. La concurrence dans les réseaux télécoms, il faut voir. Moi, j'habite, voilà, là où j'habite, il y a un seul tuyau d'eau, il y a un seul tuyau de gaz, il y a un seul câble électrique qui rentre dans ma maison. Pourquoi est-ce que j'ai 4 ou 5 réseaux d'accès télécom qui vont tous chacun cracher leurs antennes, etc. C'est un gâchis phénoménal, en fait. On pourrait tout à fait organiser une concurrence différemment, avec un réseau d'accès unique, 5G d'ailleurs si on veut, parce que ça consomme moins, et sur lequel tous les opérateurs monteraient, comme on a la même chose, par exemple, je sais pas, sur les trains, sur d'autres choses. Donc voilà, ça repose un certain nombre de questions assez profondes. Voilà, alors évidemment, ce truc un peu disruptif, on n'en prend pas vraiment le chemin pour l'instant. Hein. On est plutôt à prendre le chemin du métavers et de l'enrichissement technologique, de continuer à avancer à tout va. Mais voilà, je vous propose d'ouvrir la discussion sur ça, en se disant finalement, c'est quoi la promesse pour demain ? Est-ce que c'est ce monde au début, bon, il y a quelques années, donc dans les désastres de l'école numérique d'ailleurs, j'avais dit un jour nos enfants seront tous avec des casques de réalité virtuelle et resteront chez eux. Et ça sera très pratique en cas de pandémie. Bon, je ne savais pas encore que... bon voilà, et du coup j'avais pris cette photo, un peu, c'est une blague d'un professeur de design de l'Iowa, qui est un grand pays du poulet, hein, parce que l'Iowa c'est dans la Corn Belt. Donc voilà, c'était un poulet, voilà, vous voyez, le poulet est en batterie, mais il a l'impression d'être dans le Gers, quoi. Donc ça rend la viande plus tendre. Et depuis, ça a été fait pour de vrai avec des vaches. On verra si ça sera à notre tour dans quelques années. Voilà, merci. Place aux questions, impeccable, timing parfait. C'est toujours la première qui est la plus dure, donc normalement elle a été préparée, ou alors c'est un prof, ça dépend. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que le plan de sobriété qui est un peu demandé par le gouvernement aujourd'hui avec les problèmes avec la Russie, l'approvisionnement en gaz, ça pourrait être une première étape et un précédent pour après une sobriété plus générale dans le futur, même quand on n'aura plus de problème d'approvisionnement forcément ? Ouais, merci. J'ai l'impression que la réponse est dans la question. C'est une très bonne question du coup. Mais bon, déjà ça part un peu dans l'urgence. C'est toujours plus difficile de faire des choses dans l'urgence que si on avait préparé ça. Donc oui, je pense que ça peut contribuer à une prise de conscience, ça peut contribuer à faire bouger un peu les lignes, ça peut contribuer à faire bouger des référentiels culturels aussi, et l'être humain est très adaptable, donc peut-être que oui, effectivement,
Jusqu'à présent, on ne se posait pas la question de savoir à combien on chauffait les bureaux, à combien on climatisait, comment on se déplaçait. Bon ben voilà, donc ça peut ouvrir des pistes de la même manière, par exemple, que la crise sanitaire a ouvert des pistes sur la pratique du vélo, sur le télétravail. Voilà. Donc moi je pense que ça va, voilà, il restera forcément quelque chose. Ensuite là, la manière dont c'est pris, c'est un peu le mode panique quand même, et avec des inquiétudes sociales, avec des inquiétudes même industrielles, etc. Donc voilà, je pense que voilà, le gouvernement rêverait que ça soit que pour 1 ou 2 hivers et qu'après tout aille bien et youpla boum, on repart comme en 40 quoi. Mais donc voilà, espérons qu'effectivement ça permettra d'être la première brique d'un certain nombre d'évolutions. Mais je suis pas sûr parce que du coup c'est quand même une sobriété qui a des accents très très liberticides quand même. Hein. C'est finalement faut se serrer la ceinture. On emploie une sémantique guerrière, bon, qui est pas inintéressante, mais qui finit par lasser aussi sans doute. Alors que moi, justement, je parle d'avoir une sobriété plus profonde, plus systémique. Voilà, c'est la civilisation de la voiture, ou de la toute petite voiture, ou du vélo à assistance électrique. La civilisation qui, finalement, concentre pas toutes les populations dans des gigantesques métropoles, mais redynamise les villages, les bourgs, les villes moyennes, les sous-préfectures. Enfin, c'est des choses qui sont plus complexes à mettre en œuvre. Et je suis pas sûr que là, dans l'urgence, on arrive bien à le faire. Mais oui, ça va donner espérons que ça donne un petit coup d'accélérateur. Je vais prendre un seul exemple sur la rénovation thermique. Je vous parlais de la stratégie nationale bas carbone tout à l'heure. Le rythme auquel il faut aller en rénovation thermique, alors, si on veut garder le même niveau de confort, hein, en consommant beaucoup moins d'énergie, il faut le multiplier par 20 par rapport à ce qu'on fait en ce moment. Dans tous les rapports, hein, y compris officiels, où ce n'est pas juste les associations écologistes. Voilà, faut aller, je ne sais plus combien, il faut rénover 700 000 ou 800 000 par an, ou 1 million, ou 1,2 million, ça dépend un peu des scénarios. Aujourd'hui, voilà, on a beaucoup de gestes de rénovation unitaire, on change les fenêtres, on isole les combles, une rénovation complète, il y en a quelques dizaines de milliers. Donc voilà, il faut faire x20 là-dessus. Comment on va faire ça? Avec qui? Avec quels matériaux? Avec quels professionnels? Quelles entreprises? C'est le mystère. Pour l'instant, il y a ma prime rénov et les combles à 1 euro, quoi. Ouais. Donc peut-être que sur des choses comme ça, là, ça va permettre d'accélérer et de structurer. Ouais. Bonsoir. Moi j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit. C'est là. Vous avez dit plus on enrichit technologiquement nos objets, plus on va vers un phénomène de dispersion et de non-récupération des ressources. Quand vous dites phénomène de dispersion, vous entendez qu'on utilise de plus en plus de nouveaux minéraux, de nouvelles ressources? Oui, c'est ça à peu près, pardon. Voilà, dans un objet électronique de type smartphone ou ordinateur, il y a 50 métaux différents, certains à l'échelle du gramme ou de la dizaine de grammes, le lithium de la batterie, le cuivre, des choses comme ça. Puis certains à l'échelle du milligramme ou moins, des trucs dans les microprocesseurs, des métaux qui dopent, voilà, plein de choses comme ça, les luminophores dans l'écran, qui sont des oxydes de terres rares, l'oxyde d'indium éteint qui est le seul produit transparent et conducteur. Donc quand on en met le doigt, ça permet de faire contact. C'est tous les écrans tactiles, etc. Donc tous ces produits-là, effectivement, ne sont pas correctement recyclés. Parce qu'en fait, parce qu'ils valent rien en fait dans notre système actuel. Ils ont une valeur très faible en fait. Ils n'ont que la valeur du capital et des OPEX pour les sortir d'une certaine manière. Puis un peu de rente peut-être des pays qui les possèdent ou des entreprises qui les possèdent. Et donc globalement, voilà, il n'y a pas assez de valeur pour qu'on ait réussi à installer un système qui permette de ne pas les jeter ou de les recycler correctement. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du concept qui a été développé par Jérémy Rifkin de prosommateur? Est-ce que ça peut être une solution face à l'augmentation du besoin en énergie à terme? Ouais, merci. Jérémy Rifkin, je pense que c'est dans le top 3 de mes bêtes noires avec Elon Musk et Jeff Bezos, je pense. Je ne lui en veux pas parce qu'il a aussi des bonnes idées, mais comme disait Paul Valéry, nouvelle citation, il y a pire que le faux, c'est le faux mélangé au vrai. Ou le vrai mélangé au faux, je ne sais plus. Vous irez chercher. En fait, voilà, Rifkin, dans les années 80, il prédisait la fin du travail. Voilà, aujourd'hui, il prédit la troisième révolution industrielle. Je crois qu'il sort un bouquin là, dans peu de temps.
En fait, il n'y a pas de... Enfin, il faut qu'il aille visiter des usines, des trucs comme ça, des ports, des bases logistiques, je ne sais pas. Enfin, en fait, ça ne fonctionne pas, en fait. C'est trop complexe. Bien sûr, je comprends l'idée de... On est tous consommateurs et producteurs, et en particulier d'énergie. Donc on produit de l'énergie renouvelable, tous, sur nos toits, etc. Et puis on est tous consommateurs, et on a un Internet de l'énergie. Il utilise cette formule-là, d'ailleurs, en disant... on a un vrai Internet, et puis on va avoir un Internet des objets et un Internet de l'énergie. Comme ça, on va avoir 3 Internets. Sauf que les photons, ça n'a pas de masse, quoi. Donc ça se déplace quand même beaucoup plus facilement que les électrons. Voilà. Et que quand on parle de l'énergie, et l'énergie électrique en particulier, c'est les électrons. Et donc là, malheureusement, il faut passer par des gros machins qui s'appellent des batteries, des convertisseurs. Voilà, on a plein d'énergie solaire et tout, c'est super. Mais par contre, on est limité par les convertisseurs qu'on peut installer, qu'on peut maintenir. Et puis après, il y a plein de trucs à raconter. Je ne suis pas contre les énergies renouvelables du tout, hein. Je suis même plutôt pour, bien entendu. Mais je suis contre le fait de penser qu'on va pouvoir en installer autant et assez vite pour maintenir le niveau de consommation énergétique qu'on a aujourd'hui. Parce qu'après, vos panneaux solaires, il faut aussi les maintenir, il faut les nettoyer. Des fois, il y a des orages, ça casse. Il y a plein de choses. Voilà. Bonjour, je suis là. À l'échelle d'un individu, dans la vie professionnelle et personnelle, qu'est-ce que vous préconisez et aussi qu'est-ce que vous faites, si ce n'est pas indiscret, pour réduire la gourmandise d'un individu en ressources et en énergie? Ça était notamment, je pense que je vous renvoie à des travaux de type Carbone 4 ou Shift Project. Donc, ce qu'on peut faire au niveau individuel, il y a plein de choses. Il y a aussi, même, on pourrait dire, l'exemplarité. On peut débattre de cette question-là. Est-ce que finalement les jets privés, par exemple, c'est très grave parce que c'est que 0,00004% ou je ne sais pas quoi des émissions mondiales? Ou est-ce qu'on dit ben non, c'est pas normal que pendant que je suis en train de prendre mon vélo pour essayer d'économiser 2 litres d'essence, il y a un gars qui fasse un aller-retour en jet pour aller se promener ou pour aller voter des fois quand c'est le Premier ministre. Donc les petits gestes, on va dire, ça peut être des gros gestes, hein, baisser la température de chauffage l'hiver, télétravailler avec un plaid sur les genoux, ou je sais pas quoi, ou avec le chat, c'est très efficace d'un point de vue énergétique, environnemental. Mais après, il y a une limite. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans un système qui est une économie poussée. Vous n'avez pas tous les produits non plus locaux, pas emballés, zéro déchet, produits dans des conditions environnementales super, avec des gens heureux. Et en plus, c'est un yaourt à la fraise dont vous aimez le goût, quoi. Non, vous allez dans votre supermarché et puis vous prenez ce qu'il y a, quoi. Et le client est roi seulement devant son rayon. Donc moi, voilà, donc il y a plein de choses à faire au niveau personnel et chacun a sa voie. Donc ça peut être, ça va de je sais pas quoi, la douche froide à manger moins de viande, pas prendre l'avion, ce que vous voulez. Il y a plein de trucs. Mais après, il y a un sujet systémique. C'est-à-dire voilà, si on continue à enfin voilà, on vit dans un monde où il y a aussi des administrations, des immeubles, des machines, des transformations agroalimentaires. Le pain, vous n'êtes pas en train de moudre la farine à la main, ça passe par une minoterie, un machin. Voilà. Et donc, il faut transformer. Voilà, les gestes individuels, ils ne suffisent pas. Donc, il faudra qu'il y ait des entreprises engagées et qu'on vit, c'est vrai. Moi, je pense qu'une entreprise, malheureusement, pas malheureusement, mais c'est quelque chose qui est là. C'est une organisation qui est là pour optimiser sous contrainte du marché qui est créé par la puissance publique quelque part, réglementairement, au niveau normatif, l'écosystème des clients, des fournisseurs, etc., des formations. Et donc, pour moi, voilà, c'est la puissance publique qui doit venir modifier, bouger les règles du jeu sur des questions fiscales, sur des questions normatives, réglementaires, y compris d'interdiction parfois, sur des questions d'exemplarité, sur des questions de commande publique, la prescription. Qu'est-ce que la puissance publique achète, par exemple? Qu'est-ce qu'on met dans les cahiers des charges des bâtiments, des ordinateurs, que sais-je? Voilà, donc moi, je suis un peu jacobin pour ça. C'est le côté peut-être grande école, sûrement. Hein. Mais je pense que voilà, la main invisible du marché ne va pas suffire, quoi. Enfin, pour moi, ça, on l'a suffisamment démontré, quoi. Bonjour. Je me demandais comment fait-on pour mettre en place des mesures en France quand nous savons que le pays n'est pas le principal émetteur et que d'autres pays développés ou en voie de développement réclament leur droit à polluer. Est-ce qu'il y a une organisation, enfin une échelle, des mesures à mettre en place à l'échelle mondiale qui seraient efficaces? Oui, bon, ça c'est classique. Alors cet argument-là, il peut être manié
si on est un peu paresseux, on peut dire du coup de toute façon ça sert à rien parce que la France représente 0,8% des émissions, je crois. Donc ça c'est, je cite pas le parti, mais il y a plusieurs partis qui ont cette ligne-là en France politique. Il y a une autre manière de penser le truc, c'est de dire ouais, mais en fait, tant qu'on n'a pas inventé un nouveau système industriel, commercial, technique, culturel, social, bien sympa, sans les bagnoles, sans le consommer jeté, sans construire 2 fois plus de logements que ce qu'on a besoin, etc. Et tout ça dans du plein emploi ou plutôt sympa, avec une réduction des inégalités si possible, parce qu'évidemment, plus il y a d'inégalités, plus ça contribue à faire consommer. C'est la rivalité mimétique dont parlait Thorsten Veblen il y a un siècle, un peu plus d'un siècle. Tant qu'on n'a pas fait ça, il n'y a pas de raison que les autres ils n'aient pas envie de suivre le même modèle. Donc pour moi, il y a une question un peu, c'est un mélange de faire sa part, d'inspirer, et puis de toute façon faire quelque chose, quoi. Enfin, rien faire, c'est pas sympa non plus. Comme on disait tout à l'heure, c'est dans l'action qu'on se retrouve. Donc autant y aller, quoi. Puis on verra si on est suivi, quoi. Donc voilà. Après, il y a une question de la juste échelle, c'est de dire est-ce qu'on peut faire ça à l'échelle française, par exemple, sans se faire casser les reins, parce que finalement, oui, si je mets des normes environnementales et sociales très élevées, oui, mais après il y a des imports beaucoup moins chers, etc. Qui est le débat. Dès qu'on veut bouger quelque chose, c'est ça qui vient. Une des réponses à ça, probablement, la Commission européenne d'ailleurs a vraiment bougé là-dessus, et avant la crise ukrainienne, la question des mécanismes d'ajustement aux frontières. C'est-à-dire que, alors jusqu'à présent, c'était un gros mot en fait. Ça s'appelait la taxe aux frontières. Maintenant, on dit mécanisme d'ajustement, c'est plus poli. C'était la guerre. On voulait la guerre, en fait. C'était parce que c'est le doux commerce et le moins de barrières possibles qui allait permettre d'harmoniser tout le monde vers le haut. Bon, on s'est aperçu que ça avait plutôt eu tendance à harmoniser tout le monde vers le bas, d'une part, et puis que le doux commerce, finalement, ça n'empêchait pas de se faire la guerre de temps en temps. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, la Commission, je pense, reconnaît et pousse l'installation d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, peut-être, ou environnemental, je ne sais pas. Maintenant, on va faire passer ça chez les États membres. Et là, ça va être une autre paire de manches, parce qu'il y a évidemment des États qui sont très exportateurs de produits à très haute valeur ajoutée vers des pays qui ne seront pas contents qu'on mette un mécanisme d'ajustement. Suivez mon regard vers l'Est, par exemple. Je n'ai pas du tout de germanophobie, mais voilà, la structure industrielle fait que c'est comme ça. De la même manière, si on touche à l'aéronautique, la France n'est pas contente, par exemple. Donc voilà, donc c'est tout ça avec lequel il va falloir composer, mais c'est ça l'idée forcément, c'est que si on veut bouger différemment, plus vite que les autres, il faut se protéger un peu. Ouais. Bonjour. Du coup, je me demandais, vous avez montré qu'il était encore techniquement possible de continuer sur notre système au moins pour 1 ou 2 centaines d'années, et aussi qu'on pouvait sinon passer sur une course à l'innovation qui nous entraîne en perdurant ce système, ou si vous pensez qu'en fait on va vraiment réussir à passer dans la sobriété et c'est pas juste un idéal en fait. Je ne suis pas sûr d'avoir compris pile poil la question. Désolée. Est-ce que vous pensez que la sobriété soit une voie qui est vraiment considérée, considérable et pas juste un idéal de certaines personnes, et qu'on ne continue pas sur un système Moi, c'est là que j'ai mes limites. Donc je dis, moi, je suis juste ingénieur. Je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue, je ne suis pas tout ça. Je ne suis pas économiste. Hyper content de ne pas être économiste, d'ailleurs. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a même des hypothèses un peu plus profondes scientifiquement, mais je ne suis pas sûr qu'elles ne sont pas un peu contestables sur le fait que le cerveau humain, finalement, il est fait pour consommer toujours plus et tout ça. Il y a des références comme ça qui existent. Moi, je ne pense pas que ça soit vrai. Je pense qu'il y a des ressorts. Il y a eu plein de sociétés humaines, plein d'exemples de sociétés humaines où la hiérarchie des valeurs était différente d'aujourd'hui. Je ne sais pas, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors je ne fantasme pas la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais les gens qui étaient les plus reconnus, ceux qui avaient vraiment le capital, on pourrait dire, culturel et de reconnaissance sociale, c'était les big men, c'était les plus pauvres. C'est les plus pauvres parce qu'ils distribuaient tout. Tous les produits de la chasse, tous les produits de l'agriculture.
Voilà, ça marchait comme ça. C'était bon, il y a des sociétés où, j'en sais rien, l'Empire romain, je fantasme pas l'Empire romain non plus. Il y avait des non, comment ça s'appelle, je sais plus, l'évergétisme, qui consistait à dire, d'ailleurs ça commence à revenir un petit peu, où les plus riches en fait ils dépensaient de l'argent pour payer des jeux ou des fontaines publiques ou des aqueducs ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on a un monde où on a à la fois le capital de reconnaissance sociale et le capital tout court sont concentrés ensemble. On pourrait dire un peu et même un peu les médias. Bon, voilà, ça donne un truc, mais je veux dire, toutes les sociétés humaines n'ont pas fonctionné comme ça. Donc pour moi, c'est pas un fondement. Donc je pense qu'on peut imaginer un monde dans lequel on est effectivement les Grecs anciens, par exemple, contestaient la démesure. Voilà, une des vertus cardinales, selon Platon, c'est, je sais plus, l'humilité. Bon, donc, vous retrouverez ça sur Internet facilement, grâce à Wikipédia. Donc, je pense que voilà, un monde de sobriété organisé, déjà, c'est pas un monde où ce qui veut dire juste se serrer la ceinture. C'est juste un monde où on transporte moins de kilogrammes sur moins de kilomètres. Et à la limite, déjà, ça n'a pas forcément entamé mon besoin. Le fait d'avoir... j'ai un patrimoine bâti exceptionnel, voilà, je peux en profiter mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de bâtiments qui sont vides trop souvent, même, ou qui sont vides le week-end, qui sont vides le soir. Une école, c'est vide les vacances, etc. On pourrait peut-être les réinvestir d'une certaine manière. Il y a plein de choses à faire avant d'entamer le confort. Mais on peut aussi un peu entamer le confort. Des fois, c'est sympa, mais bon, c'est aussi des fois pas sympa, faut le reconnaître. Donc, elle est à construire, elle a inventé cette sobriété, justement, pour qu'elle soit la moins liberticide possible, qu'elle soit la plus sympa possible. Bonjour. Comme beaucoup de prévisions sur la finitude absolue des ressources, sur les pénuries sont révélées fausses, par exemple celle de Malthus ou même d'Huber et d'Ehrlich, pourquoi est-ce que dans cette période en particulier, il faudrait préférer la contingence volontaire à la pression créatrice? Ouais, c'est une très bonne question. J'ai essayé de démarrer comme ça et j'ai essayé d'être prudent en fait dans les annonces. Je vous ai pas dit c'est la catastrophe. On va passer le pic de tous les métaux et le pic des énergies fossiles. Et même c'est le pic des énergies fossiles qui va nous faire passer le pic de tous les métaux. Pourtant ça arrivera. Mais je ne sais pas quand effectivement. Mais ça arrivera forcément parce que ça c'est mathématique pour pas dire physique si vous voulez. S'il y a une ressource finie, c'est pas possible en fait. C'est pas possible de taper la fin de la ressource à vitesse croissante. En mathématiques, on dit que la dérivée seconde s'annule. Ça vous dit quelque chose? Vous êtes tous passés par la terminale. Je sens bien que la dérivée seconde s'annule. Ça passe par un pic, on redescend. C'est pas possible autrement. Alors ça peut venir d'une contrainte géologique ou industrielle ou autre, mais c'est pas possible. Donc, quand ça viendra, je ne sais pas. Moi, en fait, la question du... D'abord, il n'y a pas qu'une question de ressources, de disponibilité de ressources, il y a aussi une question d'impact environnemental de l'exploitation de ces ressources. Hier, vous étiez avec Gilles Boeuf, les mines, on les ouvre quelque part, hein, sous des forêts, dans des steppes, dans des déserts, mais qui ne sont pas vides, dans les océans peut-être, demain. Alors, la première mine au large de la Papouasie, vous avez trouvé que je fais une fixette sur la Papouasie, mais elle était au large de la Papouasie, après elle a fait faillite, enfin voilà, ça pourra venir. Donc cet extractivisme, ce qu'on appelle cette extraction de plus en plus grande, de plus en plus rapide, elle a un impact environnemental sur la biodiversité aussi. Elle a un impact sur le climat parce que 10% de l'énergie mondiale est utilisée pour extraire les ressources. Donc voilà, il n'y a pas qu'une question de dire il y en a assez, il n'y en a pas assez. Il y a aussi une question de dire j'en ai assez, mais à quel coût environnemental? Voilà. Et du coup, ensuite, oui, tu as raison, tu as une voiture, tu n'as pas encore les ailes, tu as la falaise, tu es dans le film de James Dean, tu peux accélérer à fond sur l'accélérateur et te dire que tu vas inventer les ailes. Moi, j'ai pas de problème. Mais perso, je freine. Je ne sais pas si je vais prendre la falaise ou pas, c'est tout. Mais j'essaie de freiner intelligemment, pas trop déraper, je sais pas quoi. C'est ça, en fait, l'idée, l'enjeu, freiner au sens des conséquences sociales, de gérer tout ça. Mais c'est un pari, c'est un peu une espèce d'anti-pari pascalien, parce que si ton truc marche pas, voilà, on va être vraiment planté très fort. Alors que si mon truc marche pas, c'est pas grave, il nous restera plus de ressources pour les générations futures, ils seront contents. Excusez-moi, vous avez dit au début de la conférence que vous aviez été conseiller stratégique pour Total.
Est-ce que ça ne vous met pas aujourd'hui en porte-à-faux pour parler de sobriété énergétique? Non, d'abord, je n'ai pas été conseiller stratégique. Calmos, j'avais 30 et quelques années. J'ai fait du conseil, comme plein de vous en feront, dans des missions diverses et variées d'optimisation, d'organisation, d'achat, de je ne sais pas quoi. Donc non, non, voilà. Et j'ai rencontré des gens formidables, moi, chez Total, il n'y a pas de souci. Et je suis sûr qu'il y en a encore plein. Il y a partout des gens formidables qui ont envie de bouger, mais simplement enchâssés dans leurs organisations respectives. On ne peut pas tout faire. Moi, je suis DG d'une boîte de 1000 personnes dans la SNCF, qui est plutôt un employeur bienveillant, qui a envie, qui a une stratégie hyper forte sur ces questions-là, évidemment, qui est au cœur du report modal et tout. C'est super, voilà. Mais on ne fait pas tout ce qu'on veut, on n'arrive pas. Il y a des contraintes économiques. Des fois, c'est plus cher de faire plus écolo. Des fois, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Il y a des parties prenantes qui ne sont pas toutes d'accord. Il y a des fois, je ne trouve pas le fournisseur pour faire le truc que j'aurais envie qu'il fasse. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est lourd, c'est complexe, une transformation. Après, oui, d'accord, de dire que des grosses boîtes, il y a du lobbying, qu'il y a des questions d'actionnaires, qu'il y a des questions de carrière personnelle et de bonus personnel des équipes dirigeantes et tout ça, et que ça vient mettre de l'inertie dans le système, très certainement. Mais je pense qu'il ne faut pas... Voilà, il ne faut pas résumer l'entreprise à un monôme, et il ne faut pas résumer non plus les pays. Un truc, ça n'existe pas, les Chinois. C'est un pays avec une diversité aussi folle que chez nous, et même plus, évidemment, et avec plein de gens qui pensent plein de choses différentes, voilà, évidemment. Donc voilà, non, je suis peinard là. Bon, je suis désolée, on va encore prendre 3 questions, et puis après on va terminer. Donc. Et après on va courir, ouais. Bonjour monsieur, moi ce serait tout à gauche, à votre gauche, à la caméra. D'un point de vue purement comptable, qu'est-ce que vous préconisez entre le nucléaire au niveau de l'uranium ou des solutions plus renouvelables avec des énergies plus vertes, mais par exemple des éoliennes qui demandent du cuivre, beaucoup de métaux, ou des panneaux photovoltaïques fabriqués en Chine avec des terres rares, encore une fois. Donc qu'est-ce que vous préconisez entre le nucléaire ou ces énergies renouvelables? Ouais, alors, je ne sais pas si ça ne va pas me permettre de prendre mon train, ça. Donc d'abord, attention, parce qu'il n'y a pas des terres rares partout, et pas dans les panneaux photovoltaïques en l'occurrence. S'il y a une contrainte aujourd'hui, un panneau photovoltaïque, c'est plutôt les contacteurs qui sont en argent. Mais bon, peu importe. L'intensité matière d'un kilowattheure produit est une vraie question. Et alors, une centrale nucléaire, c'est compliqué aussi. Hein. Je sais plus, Flamanville, ça doit être 400 000 m3, je crois, de béton. Enfin, c'est aussi, il y a une certaine intensité matière. Pas forcément des mêmes métaux, mais il y a aussi beaucoup de métaux dans une centrale nucléaire. C'est un tube de Mendeleïev sur pattes. Et je rajoute même des trucs. Il y a des barres d'hafnium pour contrôler, pour arrêter les neutrons. Il y a des gaines en zirconium pour mettre les. Bon, voilà, il y a vraiment toute la table de Mendeleïev et même plus. Et, des containers en tungstène et en nickel pour les déchets. Enfin, donc la question, en fait, c'est de dire, voilà, il y a pas d'énergie. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'énergie parfaite. Elles ont toutes leurs contraintes, elles ont toutes leurs limites. C'est très difficile quand on est au pied du mur de dire qu'est-ce qu'on fait. Enfin voilà, moi, j'aime pas beaucoup les éoliennes offshore, par exemple. Je comprends qu'il y a un problème d'accessibilité sur les éoliennes onshore, mais je pense qu'en offshore, on fait plus de bêtises peut-être potentiellement par rapport à la biodiversité, on maîtrise moins ce qui se passe en sous-sol, enfin en sous-marin. Bon. Mais après, ça se discute, voilà. On peut parler du nombre d'oiseaux qui sont tués ou pas par tel ou tel truc. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de « there is no free lunch ». Je ne sais plus qui disait ça, mais je crois que c'est peut-être Barry Commoner, un truc comme ça. Non, pas Barry Commoner. Enfin, en tout cas un écolo américain des années 70. Voilà, il y a toujours un impact environnemental, et la question c'est qu'est-ce qu'on accepte ou pas comme impact environnemental, qu'est-ce qu'on accepte aussi ou pas comme risque. Et donc moi je veux faire de la sobriété d'abord. Je pense qu'on peut abattre de facteur 3 ou 4 la quantité d'énergie dont on a besoin, de cet ordre de grandeur-là. Et quand tu abats déjà de 3 ou 4 la quantité d'énergie dont tu as besoin, tu peux commencer à dégager des marges de manœuvre, qu'elles soient renouvelables. Voilà. Donc je ne suis pas un grand fan du nucléaire. J'aime pas les trucs qui ne s'arrêtent pas quand tu appuies sur le bouton off. Voilà. Mais c'est un côté un peu... voilà, je pense qu'on a heureusement des gens qui sont très motivés, qui sont très engagés. Mais je suis un peu embêté quand même. Voilà. Je ne sais pas comment dire ça. Pendant le plan pandémie, par exemple, on pourrait dire... pendant la pandémie, ben voilà, il fallait se déplacer. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont allés gérer partout où il fallait gérer. Il n'y a pas que les centrales. Mais...
imaginons qu'il y aurait eu un profil de létalité différent du virus et que les gens auraient eu peur d'aller au boulot. C'est arrivé un peu pour certaines personnes en première ligne, mais c'était quand même finalement un virus assez peu létal, on va le dire comme ça, même si il y a pu avoir des drames humains, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Est-ce qu'on est sûr que les gens iront bosser? Est-ce que, voilà, enfin, qu'est-ce qui se passe s'il y a des dégradations sociales, on pourrait dire, ou même des guerres, en regardant la question ukrainienne? Bon, voilà, donc c'est pas facile de se faire une opinion sur tout ça. Bonjour, au milieu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de reproduire local. Est-ce que vous pensez que dans le domaine des ressources, ce serait possible, par exemple en France, de rouvrir des mines ou des usines de raffinage comme on a pu avoir avec Rhône-Poulenc? Est-ce que ce serait viable économiquement? Est-ce que ça permettrait éventuellement de permettre une plus grande prise de conscience par les Français? Ou est-ce que c'est impossible et on laisserait tout ça en Chine comme c'est le cas actuellement? Ça, c'est la thèse je reconnais la thèse de Guillaume Bitron, qui dit voilà, si on relocalise, on aura sous le nez les conséquences environnementales de ce qui se passe aujourd'hui en Chine, au Congo ou ailleurs. Et donc, ça nous fera prendre conscience. On a eu jusqu'à pas très longtemps des mines. On porte des conséquences environnementales d'un certain nombre de mines. Je pense à Salsing, par exemple, dans l'Aude, qui était une mine d'or qui n'a pas fermé il y a si longtemps que ça. Et ça a embêté personne pour avoir des colliers d'or autour du cou, quoi. Enfin, donc je pense qu'en fait, même dans notre pays, il est grand et que des fois, il y a des dégâts environnementaux que tu ne vois pas forcément. Donc moi, je ne crois pas trop à ça. Moi, je pense qu'il faut ouvrir le moins de mines possible. Voilà. Et que, en fait, moins tu ouvres de mines, plus tu contrains l'offre, plus tu fais monter les prix, plus tu rends le recyclage intéressant. Et que donc, voilà, finalement, c'est à chaque fois que tu ouvres une mine, ici ou ailleurs, tu libères de l'offre et tu ne résous pas le problème, quoi. Voilà. Après, ça, voilà, la question des relations entre les pays plus producteurs et où on a exporté quelque part de la pollution reste entière et réelle, évidemment. Vous me laissez m'échapper ? Merci beaucoup Philippe. Là on est sous une contrainte de temps pour un voyage en train vertueux. Merci beaucoup pour cette prudence aussi, cette précision qui t'honore dans la façon dont tu traites ces questions. Bonne soirée, merci beaucoup.